La séance est ouverte. Mes chers collègues, nous poursuivons les auditions de la commission d'enquête sur les dépendances structurelles et les vulnérabilités systémiques dans le secteur du numérique et les risques pour l'indépendance de la France. Nous recevons maintenant Madame Christelle Hennemann, directrice générale du groupe Orange. Madame, je vous souhaite la bienvenue. La France, ses citoyens, ses entreprises, son administration est dépendante de solutions et d'infrastructures numériques fournies par des opérateurs extra-européens. Quelles sont, selon vous, les principales dépendances, les principales vulnérabilités? Quels risques ces dépendances font-elles courir à l'État et plus généralement à l'économie? Y a-t-il des remèdes? Je vais vous laisser la parole pour un propos liminaire de 10 minutes environ, puis nous échangerons ensuite sous forme de questions-réponses. Au préalable, je vous remercie de nous déclarer tout autre intérêt public ou privé de nature à influencer vos déclarations. Et je vous rappelle également que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vous invite donc à lever la main droite et à dire « je le jure ». Je le jure. Merci. Je vous laisse la parole. Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Mesdames et Messieurs les députés, je vous remercie d'avoir souhaité entendre le groupe Orange dans le cadre de vos travaux. La question que vous posez, celle de la dépendance, de nos dépendances numériques et de la souveraineté de la France dans ce domaine, est l'une des plus importantes qui soit pour notre avenir industriel, économique et stratégique. Je partage pleinement l'ambition qui a présidé à la création de cette commission et je souhaite y contribuer avec franchise. Permettez-moi de commencer par une proposition de cadre de lecture qui, je crois, conditionnera l'utilité de cet échange. La souveraineté numérique ne commence pas avec le cloud, elle porte sur l'ensemble des couches technologiques, y compris les réseaux. Un cloud, même souverain dans ses statuts juridiques, ne l'est qu'autant que les infrastructures qui le portent le sont également. Les fibres, les câbles sous-marins, les interconnexions de données et toute l'intelligence requise pour les opérer. Sans ces couches physiques maîtrisées ou toutes ces dépendances technologiques, il n'est pas de souveraineté numérique qui tienne. C'est précisément sur ce socle et sur les menaces qui pèsent aujourd'hui sur lui que je veux me concentrer dans les minutes qui suivent. Notre stratégie cloud et nos offres de confiance, je suis évidemment heureuse de les aborder avec vous dans le fil de vos questions. Mais je voudrais d'abord établir ce qui, selon moi, mérite aussi d'être au cœur de vos recommandations. Je vous proposerai d'abord un état des lieux de ce qu'Orange est vraiment, un opérateur d'infrastructures physiques dont je vais vous décrire les différents maillons, les réseaux d'accès, mobiles, fibres, les cœurs de réseau, l'intelligence hébergée dans nos clouds, les câbles sous-marins, les infrastructures satellitaires. Je serai ensuite transparente sur nos propres dépendances, car la franchise sur ce point me semble la condition d'une conversation utile. Et je terminerai sur des textes réglementaires européens en cours, le DNA, le CSA, les enjeux d'attribution de fréquences satellites qui, dans leur état actuel, menacent de fragiliser encore plus les acteurs qui portent précisément les infrastructures dont dépend la souveraineté que vous cherchez à défendre. Orange est le premier opérateur télécom intégré en France, mais également présent dans 26 pays, au service de plus de 300 millions de clients, des particuliers et des entreprises. Nous accompagnons par ailleurs les entreprises multinationales, françaises mais également européennes, dans plus de 100 pays à travers notre réseau IP mondial Orange Global Network qui irrigue 230 points de présence répartis sur tous les continents. Ce qui nous distingue de beaucoup d'opérateurs en France et en Europe, c'est notre nature d'opérateur d'infrastructures physiques. Là où en Europe et en France, la majorité des opérateurs ont cédé, parfois contraints, pour des raisons financières, leurs infrastructures, notamment à des fonds, rarement français ou européens, nous avons fait le choix stratégique d'en garder le contrôle. Premier maillon de notre chaîne d'infrastructures, les réseaux d'accès. Le cuivre, bien sûr par le passé, désormais la fibre, jusque chez l'habitant, nos antennes mobiles. Notre réseau fibre dessert 57 millions de prises en Europe, de foyers et entreprises confondus. En France, nous sommes également propriétaires du génie civil, bien sûr, la boucle locale, les fourreaux souterrains, les poteaux aériens sur lesquels repose le déploiement de la fibre de l'ensemble des opérateurs en France. Cette infrastructure que nous continuons d'entretenir et dont la valeur stratégique est reconnue par tous les acteurs du secteur. Nous possédons enfin Totem, notre société de Tours Télécom, propriétaire des 26 900 mâts qui supportent nos antennes mobiles avec un ratio d'occupation en progression continue. À cela s'ajoutent nos propres centres de données, des data centers que nous opérons en France, également en Europe, qui hébergent les données et les services de nos clients, entreprises et grand public, ainsi que nos cœurs de réseau, l'intelligence et nos propres systèmes d'information dans un environnement entièrement sous contrôle. Contrairement à d'autres opérateurs européens, nous n'avons cédé aucun de ces actifs. Ce choix a un coût, mais nous considérons que c'est une force. Deuxième maillon, l'interconnexion, les réseaux internationaux. Les dorsales longue distance, nous opérons
600 000 km de fibres terrestres et nous développons activement ce réseau pour répondre aux besoins croissants en capacité, notamment de la part des acteurs de l'intelligence artificielle. Sur ce réseau repose Open Transit, le seul backbone IP Tier 1 d'un opérateur français, une dorsale qui relie l'Europe, les États-Unis, l'Afrique et l'Asie à travers 230 points de présence internationaux sur laquelle les données transitent sous notre contrôle sans dépendance à un tiers. Troisième élément, les câbles sous-marins, qui constituent l'épine dorsale des échanges numériques intercontinentaux. Orange exploite 450 000 km de fibres sous-marines reliant la France à tous les continents, l'équivalent de plus de 11 fois la circonférence de la Terre, et nous disposons, avec Orange Marine, d'une flotte de 6 navires câbliers, auxquels s'ajoute un navire de reconnaissance de tracé pour assurer en propre la pose et la maintenance de ces câbles. C'est une capacité industrielle quasi unique en Europe. Quatrième élément, nos infrastructures satellitaires. Nous n'opérons pas de satellites, mais nous exploitons nos propres téléports et stations-sol qui constituent des points d'ancrage terrestre à la connectivité par satellite. Une capacité essentielle pour desservir les zones non couvertes par les réseaux terrestres et pour assurer la résilience de nos communications internationales. Orange a également engagé des investissements significatifs pour soutenir la filière spatiale européenne souveraine. Nous avons contribué au lancement de satellites de nouvelle génération aux côtés d'Eutelsat, Thales et Arianespace dans une logique de filière. Dans cette même perspective, le programme IRIS² vise à doter l'Union européenne d'une constellation souveraine pour sécuriser les communications critiques des États portées par le consortium SpaceRISE, Eutelsat, SES, Hispasat, auquel Orange contribue en apportant le cœur 5G, la connectivité des stations au sol et une capacité d'hébergement stratégique à La Réunion, participant ainsi directement à l'architecture technique du système. Enfin, Orange n'est pas seulement opérateur de connectivité et d'infrastructures. Nous sommes également, avec 700 chercheurs, un budget de recherche et développement supérieur à 600 millions d'euros par an, plus de 11 000 brevets actifs, ce qui fait de nous le premier opérateur européen en matière de propriété intellectuelle et une participation active à la normalisation mondiale de la 5G, de la 6G, de la cryptographie post-quantique au sein du 3GPP, de l'ETSI et de l'ITU. Orange co-construit les standards technologiques de demain. Plus de 2000 entreprises dans le monde utilisent nos technologies sous licence. Et nous avançons résolument vers l'indépendance logicielle pour certains éléments de nos stacks. D'ici 2028, 80% de nos fonctions réseaux internationaux seront cloudifiées, contre 50% aujourd'hui. 30% seront développés en open source ou en propre, contre 20% actuellement. Nous construisons une véritable fabrique logicielle réseau pour réduire notre dépendance aux éditeurs de logiciels propriétaires. Nous ne subissons pas les standards américains, nous contribuons à les écrire et nous travaillons à nous en affranchir là où la souveraineté l'exige. Ces différents maillons d'infrastructures forment une chaîne que peu d'opérateurs en Europe possèdent de bout en bout. Ce que nous défendons, c'est la question de souveraineté numérique se pose sur ces infrastructures physiques également. Sans elles, il n'est pas de cloud souverain qui tienne et sans opérateurs qui les financent et les maîtrisent, elle n'existera pas. Nos dépendances, identifiées, assumées, mais dans un cadre réglementaire qui risque de les aggraver. Orange, effectivement, n'est pas sans dépendance. Je veux vous le dire clairement, parce que la transparence sur ce point est la condition d'une conversation utile. Sur les réseaux, nous dépendons de 2 ou 3 équipementiers pour notre réseau d'accès radio. 2 sont européens. Et tandis que nous surveillons attentivement l'émergence potentielle d'un nouveau fournisseur, la réglementation européenne pourrait aggraver encore nos dépendances avec le Cyber Security Act. J'y reviendrai. Nos box grand public embarquent des chipsets à 100% fabriqués dans des fonderies taïwanaises sous tension géopolitique. Nos câbles sous-marins de nouvelle génération sont de plus en plus captés par les investissements des grandes plateformes américaines qui dominent désormais le financement de nouvelles capacités mondiales. Et sur le marché satellite, une position hégémonique se dessine qui pourrait contraindre nos propres offres. Mais nos dépendances ne s'arrêtent pas au réseau. Comme l'ensemble des grandes entreprises et comme l'État lui-même, ainsi que vos auditions l'ont amplement documenté, Orange est exposé aux logiciels et aux services cloud des grands éditeurs américains. Oracle, Broadcom pour ses licences, VMware, Microsoft, TIBCO, Red Hat, Atlassian, ces dépendances sont réelles. Nous les gérons activement, nous négocions avec fermeté les conditions de renouvellement, nous développons des plans de sortie pour certaines, nous diversifions nos sources là où c'est possible, et nous développons des alternatives souveraines pour nos propres opérations réseau, notre telco cloud natif, que nous proposons aussi à nos clients entreprises. Ce que je veux souligner, c'est que les solutions que nous trouvons pour nous-mêmes
nous avons vocation à les mettre à disposition à nos clients. Nous construisons Cloud Avenue, Secnum Cloud, pour les données les plus sensibles des acteurs publics et des OIV. Avec Capgemini, comme vous le savez, nous avons conçu Bleu pour permettre aux entreprises et aux administrations d'accéder aux meilleures technologies du marché tout en étant protégées des lois d'extraterritorialité américaines. Orange Cyberdéfense protège plus de 50 000 organisations contre les cybermenaces avec des équipes et des centres de détection entièrement européens. Ce que nous faisons pour nous, nous essayons de le rendre disponible à l'écosystème. Mais, et c'est là que je voudrais attirer votre attention, les enjeux de souveraineté doivent se penser à l'échelle européenne. La fragmentation actuelle de l'Europe, l'absence de marché unique du numérique est un réel frein et une perte de vitesse dans la durée. Plusieurs textes réglementaires européens en cours de finalisation sont susceptibles par ailleurs d'aggraver ces dépendances plutôt que de les réduire. Et avant même d'en venir à ces textes sectoriels, je voudrais signaler un paradoxe plus général qui pèse sur l'ensemble de nos capacités d'investissement. L'Europe proclame sa souveraineté numérique, mais elle élabore simultanément des textes qui fragilisent les acteurs qui financent les infrastructures dont cette souveraineté dépend. Avant d'aborder certains textes sectoriels qui nous concernent directement en tant qu'opérateurs, je ne peux pas ne pas mentionner un phénomène transversal qui touche l'ensemble des entreprises européennes et qui constitue, à mon sens, l'une des formes les plus pernicieuses de dépendance structurelle, l'accumulation des obligations de reporting et de conformité. Orange, comme toutes les grandes entreprises françaises et européennes, est soumise à un empilement de réglementations sectorielles, horizontales, verticales, nationales. CSRD, CS3D, DORA, NIS2, taxonomie verte, Pay Transparency, qui prévoient des états de reporting d'une granularité et d'un volume croissant. Ces obligations ont des objectifs que nous partageons absolument. Mais dans leur mise en œuvre actuelle, plusieurs d'entre elles produisent des effets contre-productifs. La directive Pay Transparency, par exemple, impose une publicité des écarts de rémunération dont la transposition mal calibrée crée de la rigidité salariale et de la tension sociale, là où l'objectif est précisément de les réduire. Et ce, sur un marché du travail où nos vrais concurrents pour les talents sont des acteurs américains qui n'y sont pas soumis. Plus largement, en nous obligeant à publier avec une précision croissante l'état de nos engagements fournisseurs et de nos politiques de ressources humaines, nous livrons à des acteurs extra-européens qui ne sont soumis à aucune obligation symétrique une transparence dont ils profitent sans la subir. J'aurai l'occasion de revenir sur un exemple particulièrement frappant de ce paradoxe avec l'extension de l'ETS aux navires câbliers. Ces acteurs extra-européens bénéficient ainsi d'une transparence qu'ils n'ont pas à offrir en retour, dans des conditions de compétitivité que les simplifications annoncées par le paquet Omnibus n'ont pas encore, dans les faits, substantiellement allégées. Nous subissons des lourdeurs administratives, bilan carbone détaillé fournisseur par fournisseur, audit de chaîne de valeur, rapport ESG d'une complexité croissante, qui absorbe des ressources humaines et financières considérables et qui constituent autant de handicaps compétitifs vis-à-vis d'acteurs qui en sont exemptés. Je ne demande pas que l'on renonce à ces objectifs, mais je demande que la représentation nationale et le gouvernement portent à Bruxelles un message clair. La simplification réglementaire n'est pas une concession faite aux entreprises, c'est une condition de la compétitivité européenne et la réciprocité des obligations doit être au cœur de toute négociation sur les accords commerciaux et les règles d'accès au marché européen pour les acteurs extra-européens. J'en viens maintenant à 4 textes qui nous concernent plus directement en tant qu'opérateurs de réseau sur lesquels je voudrais formuler des attentes précises. Le Digital Network Act, l'équation économique est absente. Le Digital Network Act porte une ambition que nous partageons. Nous avons un enjeu absolu de taille critique en Europe. Je l'ai dit, la fragmentation de l'Europe est une faiblesse structurelle. Simplifier, harmoniser, approfondir le marché intérieur, comme l'avait proposé dans son rapport Mario Draghi, soutenir l'investissement. Cette proposition de texte comporte des avancées réelles, notamment sur le spectre et les licences de longue durée. Mais sur l'essentiel, la proposition de texte manque sa cible. Il ne traite pas l'équation économique du secteur. Il n'existe toujours pas de mécanisme contraignant de rééquilibrage dans la chaîne de valeur numérique. Les grandes plateformes qui génèrent entre 50 et 70% du trafic sur nos réseaux ne contribuent pas à proportion au financement des infrastructures qu'elles utilisent. Cette asymétrie continue de s'accentuer chaque année. Par ailleurs, le DNA ne simplifie pas une régulation télécom conçue pour des marchés initialement en monopole, alors que nous opérons dans un environnement multi-infrastructure fortement concurrentiel désormais. L'accès ex-ante généralisé doit céder la place à une régulation fondée sur la réalité des marchés locaux. Sans correction de ces asymétries, les opérateurs européens continueront d'investir sans retour suffisant et la souveraineté des réseaux restera un vœu pieux. Le Cyber Security Act, un paradoxe également.
L'objectif de cybersécurité est absolument partagé. Nous investissons massivement dans la résilience de nos réseaux et Orange Cyberdéfense, comme je l'ai dit, est le premier acteur européen en la matière. Mais la version actuelle du texte nous préoccupe profondément. En réduisant drastiquement, sans analyse de matérialité ou de faisabilité, le nombre d'équipementiers admissibles sur des segments critiques, le texte risque de nous placer entre les mains d'un nombre très limité de fournisseurs. En voulant réduire une dépendance, on pourrait en créer une autre, plus concentrée encore, et demander aux opérateurs d'en financer seuls le coût à travers des swaps d'équipements massifs sans mécanisme de compensation. Une politique de sécurité qui affaiblit financièrement les opérateurs qu'elle prétend protéger affaiblit in fine la sécurité de l'ensemble. Nous demandons un principe de proportionnalité réelle dans les obligations et un mécanisme de compensation pour les coûts de swap qui relèvent de décisions de politique publique et non de défaillances commerciales. La souveraineté ne se construit pas en réduisant l'assiette des équipementiers admissibles à un ou deux acteurs, aussi remarquables soient-ils. Enfin, j'en viens aux enjeux satellites. Le sujet des services satellites mobiles, Direct to Device, est probablement le test le plus sérieux devant nous de la cohérence stratégique européenne dans les 18 mois qui viennent. Starlink, adossé à Deutsche Telekom, annonce une couverture de 140 millions d'abonnés européens d'ici 2028. IRIS², l'alternative européenne, ne sera pas opérationnelle avant 2029 ou 2030 et n'embarque pas à ce stade de projet Direct to Device qui, en tout état de cause, ne serait pas disponible avant 2031 ou 2032. Dans cet intervalle, un acteur non européen, massivement subventionné, peut prendre une avance structurelle et irréversible sur le marché mobile européen en accédant directement aux clients finaux, en contournant les opérateurs de réseaux terrestres et en créant une dépendance dont il sera impossible de se défaire. Or, les signaux que nous recevons de la Commission européenne sur l'attribution de la bande 2 GHz sont préoccupants. La souveraineté est regardée comme un facteur favorable, mais à la marge, et non comme un critère d'éligibilité. L'accès wholesale est considéré comme un plus et non comme une obligation, ce n'est pas suffisant. Sur le Mobile Satellite Spectrum, le marché se joue ex ante, pas après coup. Si les conditions d'attribution de la bande 2 GHz n'incluent pas des critères clairs de souveraineté et d'accès indirect pour les opérateurs terrestres, la souveraineté mobile européenne sera compromise avant même qu'IRIS² soit opérationnel, et si tant est que le programme embarque du Direct to Device. Enfin, une illustration emblématique de notre problème. Un exemple qui peut sembler technique, mais qui illustre mieux que tout autre la contradiction entre les ambitions proclamées et les décisions concrètes. L'extension du système ETS aux navires poseurs et réparateurs de câbles sous-marins créera une distorsion de concurrence dont les victimes seront quasi exclusivement les acteurs européens, à commencer par Orange Marine. Les navires basés dans un port de l'espace économique européen devront acquitter des quotas d'émissions, y compris pour des opérations menées hors d'Europe, tandis que leurs concurrents non européens, opérant sur les mêmes marchés mondiaux, n'y seront pas soumis. Les effets en chaîne sont prévisibles et documentés. Relocalisation des stocks de câbles hors des ports européens, recours accru à des navires non européens pour les appels d'offres internationaux, pression contractuelle exercée par les grands donneurs d'ordre, dont les GAFAM eux-mêmes, pour imposer des bases de maintenance extra-européennes et affaiblissement progressif d'une filière industrielle stratégique. Orange Marine, tout comme Alcatel Submarine Networks, se retrouveront face à un dilemme, perdre des marchés face à des concurrents dont les navires seront basés en dehors d'Europe ou délocaliser ces navires pour garder leur marché. En pratique, on ne décarbonera pas l'activité, on la déplacera hors d'Europe. C'est le cas d'école d'une politique qui, sous couvert d'un objectif environnemental parfaitement louable, manque sa cible et dégrade l'autonomie stratégique de l'Union dans un domaine où elle dispose encore d'atouts industriels réels. Si l'Europe veut rester souveraine sur ses câbles sous-marins, elle doit exclure les navires câbliers du champ de l'ETS ou au moins adapter le dispositif avant son entrée en vigueur. Mesdames et messieurs les députés, votre commission arrive à un moment charnière. La France investit depuis des années dans une ambition de souveraineté numérique, mais cette ambition ne peut se réaliser si les acteurs qui portent concrètement les infrastructures voient leur capacité d'investissement érodée par des textes européens qui ne prennent pas la mesure de l'équation économique réelle. Nous demandons des choses précises sur le Digital Network Act, qu'il devienne le texte qui restaure la capacité d'investissement du secteur avec un mécanisme contraignant de contribution des grandes plateformes et une régulation proportionnée à la réalité des marchés. Sur le Cyber Security Act, un principe de proportionnalité réelle dans les obligations de sécurité et un mécanisme de compensation pour les coûts de swap. Et sur le Mobile Spectrum, des critères contraignants de souveraineté et d'accès wholesale dans l'attribution de la bande 2 GHz du spectre Mobile Spectrum. Le marché ne se rattrapera pas après coup. La représentation nationale est aujourd'hui pleinement éclairée.
Vos auditions l'ont amplement documenté sur la façon dont les investissements des opérateurs télécoms dans les réseaux du futur et leur souveraineté sont contraints, paradoxalement, par le cadre réglementaire même qui prétend les soutenir. Nous espérons que cette commission saura adresser au gouvernement et à la Commission européenne un message très clair sur ces sujets et nous nous tenons à votre disposition pour contribuer à la construction de ces recommandations. Il n'est pas trop tard. Notre ambition est d'être l'opérateur qui donne à la France et à l'Europe les moyens concrets de leur souveraineté numérique. Nous y investissons chaque année des milliards d'euros. Ce que nous demandons en retour, c'est que le cadre réglementaire européen cesse de travailler contre ceux qui investissent dans les infrastructures dont dépend cette souveraineté. Je vous remercie et je suis prête à répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup, Madame, pour ce propos liminaire. Avant de passer la parole à la rapporteure, j'aurais peut-être une première question pour qu'on puisse cadrer les choses et puis qu'on ait ce sujet qui soit traité. Le président du conseil d'administration d'Orange est aussi le président de la French American Foundation. Dans un article du Figaro de décembre 2023, on disait que cette nomination, enfin cette présidence de la French American Foundation permettrait de propulser Orange dans une autre dimension. Quel est le sens de cette représentation, sachant qu'Orange est peu présent aux États-Unis? Est-ce que ces liens influent sur les décisions d'Orange? On est dans le cadre d'une question sur les souverainetés, donc il est normal que je la propose en préambule. Alors d'abord, le président du conseil d'administration d'Orange préside le conseil d'administration, mais il y a un conseil d'administration, il a une voix dans les votes du conseil d'administration, donc, et vous imaginez bien que notre gouvernance est absolument étanche et veille à l'indépendance. Il est administrateur indépendant. Au conseil d'administration, il y a des administrateurs qui représentent nos différents actionnaires, des administrateurs qui représentent l'État, des administrateurs qui représentent les salariés. Et il n'intervient en rien dans la direction de l'entreprise. Bien sûr, le conseil d'administration valide la stratégie de l'entreprise. J'en profite pour préciser que Jacques Aschenbroich, qui est effectivement, comme vous l'avez dit, président de la French American Foundation, ne sera plus président d'Orange à compter de la prochaine Assemblée générale. Ça a été, il y a un vote qui est proposé à l'Assemblée générale du mois de mai pour le renouveler, M. Aschenbroich, comme administrateur indépendant. Mais en raison de limite d'âge, c'est Frédéric Sanchez qui sera nommé président du conseil d'administration à l'issue de l'Assemblée générale. Voilà. Merci beaucoup. Madame la rapporteure. Merci, je vous remercie pour ce propos liminaire qui a abordé les choses de manière extrêmement large. Alors, certains sujets relèvent plus ou moins de la commission d'enquête. Je pense qu'on n'entrera pas dans les questionnements sur l'ETS, qui est un système qui est un système complexe et un débat en soi. Peut-être déjà des éléments de précision, de complément sur vos propos. Vous avez parlé d'Orange comme en capacité de coécrire les standards. Est-ce que vous pourriez d'ailleurs nous donner des exemples de standards que vous avez contribué à coécrire, leurs effets, la manière dont vous le faites et est-ce que vous pourriez préciser sur les questions européennes, peut-être la demande d'un objectif contraignant de rééquilibrage en termes de financement des infrastructures de la part des grands acteurs? J'imagine que vous avez réfléchi à une proposition peut-être plus complète de l'avoir. Et de même, vous avez fait des alertes sur le satellite qui me semble important. Donc, si vous aviez des éléments complémentaires, parce qu'on voit effectivement l'effet verrou une fois qu'une dépendance est installée. Merci. Alors, des exemples de standards auxquels Orange a largement contribué sont évidemment les standards des réseaux mobiles. Donc, 2G, 3, le GSM, le GSM est né en Europe. On l'a oublié, mais les standards mobiles, l'Europe était leader mondial à l'époque des standards mobiles. Les constructeurs, les industriels étaient des industriels européens. Donc 2G, 3G, 4G, 5G. Sur la 6G, Orange est activement engagé dans l'écriture des standards, mais il ne faut pas se tromper. Aujourd'hui, la Chine est en pointe dans l'écriture de ces standards et l'administration américaine a en fait un principe de s'inscrire aussi en avance par rapport à la Chine, là où en Europe aujourd'hui, il n'y a pas de cadre et de plan sur les enjeux 6G. Et par ailleurs, les opérateurs européens
n'ont pas la capacité, de toute façon, et les technologies n'existent pas. Donc c'est des enjeux qui sont post-2030, mais c'est un exemple de standard. Ensuite, on a contribué, je l'ai dit, on a des investissements de recherche dans tout ce qui est cryptographie post-quantique. Vaste sujet d'enjeux de souveraineté et de sécurité pour toutes nos entreprises, toutes nos administrations et notre société. Et là, de même, on est dans une bataille technologique avec deux géants que sont la Chine, les États-Unis. La France a des cartes à jouer, mais on voit bien que la taille critique et les montants investis par ces deux puissances sont sans commune mesure avec ce qui est fait aujourd'hui en France ou en Europe. Autre standard dans lesquels on a beaucoup de brevets et sur lesquels on se fait payer, beaucoup de standards autour de la vidéo sur les réseaux et sur les terminaux mobiles. Et certains des grands fournisseurs de terminaux mobiles, pour ne pas les citer, le numéro 1 et le numéro 2, le numéro 1 étant Apple, le numéro 2 étant Samsung, nous payent des droits sur ces standards et sur ces brevets que nous avons. Voilà, donc on dépose des brevets et nos investissements dans la recherche continuent à travailler dans ce sens-là. Alors l'enjeu ce qu'on a appelé en mauvais français le fair share, donc l'enjeu de l'équilibre économique entre ces grandes plateformes qui consomment 50 à 70% du trafic de nos réseaux. L'enjeu, il est bien de faire en sorte que leur modèle économique tienne compte des impacts qu'ils ont sur nos investissements, puisqu'ils ont un modèle économique qui repose sur la croissance du trafic, sans aucun impact le fait que ce trafic qui augmente nécessite de notre part des investissements supplémentaires, parce que le trafic dans nos réseaux mobiles continue d'augmenter de 20% par an. Ils ont dans leur modèle économique, il n'y a aucun lien avec cette augmentation de trafic et donc ce déséquilibre du modèle. Ils sont 5 à l'échelle mondiale. Il y a 4 opérateurs en France. Donc vous voyez bien que rien qu'en Europe, on parle de au moins 4 opérateurs par pays, fois 27 États membres. On n'a pas du tout la capacité, le rapport de force. Et même si Orange est le deuxième opérateur en taille en Europe, entre Europe et Afrique, on a des rapports de force avec ces acteurs qui fait que même si on arrive à discuter, à dialoguer avec certains et que certains ont mis en œuvre des technologies qui permettent de réduire ce trafic, ils n'ont aucun incentive économique et on est à leur merci, puisqu'évidemment, on ne va pas priver les consommateurs, les usagers de nos réseaux. La net neutralité est en place, donc on n'a même pas le droit de le faire, de ce trafic, et donc on ne peut pas brider ce trafic-là. Donc notre enjeu, c'est d'avoir un modèle d'arbitrage, et notre proposition, c'est qu'il y ait au moins un lieu d'arbitrage pour forcer le dialogue et les accords entre ces grandes plateformes et les différents opérateurs. C'est un débat, je dois le dire, qui n'est pas que européen avec ces plateformes. Le même débat existe aux États-Unis, le même débat existe en Asie. Alors aux États-Unis, les grandes plateformes contribuent à un fonds pour l'aménagement en zone rurale des réseaux télécoms. Donc c'est un sujet qui est évidemment mondial, mais sur lequel on regrette qu'évidemment l'Europe ne l'inclue plus dans les propositions de texte. Et on est bien conscient qu'on est dans les rapports de force qui dépassent largement notre secteur. Sur les enjeux du satellite, donc effectivement, on est face à des enjeux. Alors il faut bien rappeler que le satellite, on a quand même la chance en Europe d'avoir des réseaux qui couvrent finalement très très bien les populations, en France en particulier, avec la couverture fibre et la couverture mobile. Donc le marché adressable par ces constellations satellites, il est en complément. Mais en tant qu'opérateur, on est très proactif, on a déjà lancé des offres, on veut proposer cette connectivité satellite en complément des réseaux terrestres, car c'est la promesse de la connectivité partout. Et donc c'est quelque chose qui est absolument essentiel et on a déjà lancé un certain nombre d'offres. Notre enjeu, c'est d'éviter une dépendance, donc il faut qu'on ait plusieurs solutions et il faut qu'il y ait une solution européenne. La rupture arrive des constellations basse orbite, puisque par nature les constellations basse orbite sont mondiales. Là où on avait avant des acteurs comme Eutelsat ou des partenaires qui étaient des acteurs géostationnaires et donc qui pouvaient être européen. Là, on est forcément sur un marché qui est mondial et la capacité à rentabiliser des constellations basse orbite sur le marché américain est sans commune mesure avec la capacité à rentabiliser une constellation sur le marché européen pour deux raisons. La première qui est le niveau des prix
des offres télécom sur le marché américain est bien plus élevé que celui qui est en Europe. Et on va pas le regretter, mais voilà, c'est très bien pour le pouvoir d'achat et la compétitivité européenne qu'on ait ces niveaux de prix. Mais ça crée un espace de marché américain qui est bien plus grand que celui qui est en Europe. Et par ailleurs, la couverture des réseaux aux États-Unis est bien inférieure à celle qu'on a en Europe, ce qui veut dire que ces opérateurs américains, Starlink le premier, mais Amazon est dans la course derrière et vient d'annoncer le rachat de Globalstar, le risque est bien qu'ils rentabilisent leur constellation sur le marché américain et qu'ensuite, pour un prix marginal, ils couvrent l'intégralité de la planète. Donc c'est vrai, c'est un sujet pour l'Europe, c'est un sujet en Afrique, c'est un sujet mondial quelque part. Donc ce sujet-là est évidemment essentiel. Merci. Je profite de la question sur les satellites pour vous poser une question concernant Eutelsat. Il y a eu une augmentation de capital qui a été annoncée. Pourquoi Orange n'a-t-elle pas participé à cette augmentation de capital et a préféré nouer un partenariat plutôt commercial avec Eutelsat plutôt que de prendre une participation, en tout cas de participer à cette augmentation de capital qui aurait pu permettre de créer des synergies et de pouvoir permettre d'avoir j'aurais la même question sur les câbles sous-marins, mais d'avoir une sorte de masse critique sur le sujet. Alors nous la stratégie de l'entreprise, elle n'est pas d'être opérateur satellite. Nous, on est opérateur de services satellites. Donc, on est un fournisseur d'Eutelsat et d'autres constellations, comme je l'ai expliqué, avec nos stations terrestres. Et pour Eutelsat ou pour tous les projets de nouvelles constellations, quand on parle d'IRIS², la question centrale, elle est la capacité d'engagement commercial qu'on est capable de prendre dans la durée. Et ça a presque autant de valeur que d'être investisseur en capital, puisque l'enjeu, pour faire tourner des business plans sur des projets comme cela, c'est d'avoir des débouchés commerciaux. Et donc, les discussions qu'on a dans le cadre du projet IRIS², elles sont de deux ordres. Elles sont évidemment l'enjeu des fournitures de services qu'on peut apporter. L'enjeu de mutualisation avec des infrastructures qu'on a déjà en place est évidemment essentiel pour aider à rentabiliser des projets. On n'est pas dans le métier de la construction des constellations satellites et donc on ne veut pas investir en capital. Néanmoins, les enjeux de commercialisation de ces solutions européennes et sur le continent européen, mais aussi en Afrique, et donc le partenariat qu'on a avec Eutelsat, mais aussi désormais OneWeb, on propose ces solutions dans ces pays-là. Et les enjeux pour Eutelsat sont évidemment de générer des revenus du commerce. Et donc on est un partenaire absolument engagé et essentiel pour la réussite d'Eutelsat. Ça, vous ne pourriez pas le faire avec Starlink, par exemple? Ou est-ce que ce que je veux dire, c'est que... Alors, Starlink a une politique... Enfin, Starlink est un concurrent. Il nous arrive d'intégrer Starlink dans des solutions pour des clients entreprises qui veulent... Donc, c'est eux qui choisissent Starlink et qui ont besoin d'une solution de backup satellite. Donc, ça nous arrive d'intégrer Starlink, mais c'est très ponctuel. Et de toute façon, nous, sinon que ce soit en Europe ou en Afrique, notre accord, il est dans la distribution de OneWeb Eutelsat et pas Starlink. Dans les enjeux de satellite, de spectre, sur les enjeux de satellites sur le terminal mobile, on teste la solution Starlink en Espagne, dans des zones rurales. Mais on n'a pas vocation à déployer cette solution. On a lancé une offre en France avec un partenaire Skylo qui utilise les constellations géostationnaires existantes, qui utilise aujourd'hui le spectre MSS dont on parlait. Et on a lancé également un partenariat avec AST et sa filiale européenne Satco, qui, elle, est une JV dans laquelle ont investi beaucoup d'opérateurs télécoms, y compris 2 opérateurs américains, un opérateur saoudien, également Vodafone. Et donc, on est aussi en discussion avec AST. Donc, notre enjeu, c'est d'éviter un duopole qui serait américain, d'avoir des alternatives et de s'assurer qu'il y a une solution européenne qui puisse émerger, qui ne sera pas prête à temps pour les échéances d'attribution de spectre en 2027 ou 2028, mais qu'au moins on se garde cette capacité à l'intégrer quand elle sera disponible. Merci. Juste une précision, du coup, en Espagne, c'est vraiment qu'un test, il n'y a pas de volonté de... Alors en fait, en Espagne, parce qu'il faut bien comprendre que quand on teste le satellite sur le mobile, il y a 2 façons de le faire. Soit on le fait en utilisant le spectre européen satellite, c'est ce qu'on fait en France avec Skylo, soit on le fait en utilisant notre spectre d'opérateurs mobiles. En Espagne, on utilise notre spectre d'opérateurs mobiles, ce qui veut dire qu'on réserve une partie du spectre pour ce trafic mobile, ce qui veut dire que d'un point de vue souveraineté, notre cœur de réseau, les obligations que nous avons, c'est nous qui prenons ces engagements-là vis-à-vis des autorités. Donc on est dans un cadre qui est totalement contrôlé. Le spectre que l'on a en tant qu'opérateur mobile, il est évidemment, c'est des enjeux de souveraineté, on a des règles, on les respecte. Voilà, donc c'est bien dans ce cadre-là qu'on utilise ce spectre. Et c'est d'ailleurs
l'accord qu'a annoncé Deutsche Telekom vise à proposer Starlink, là, dans un cadre qui serait plus large que seulement son spectre mobile. Et donc, nous, ce qu'on prône, et évidemment en Europe, c'est essentiel, c'est qu'évidemment, nos spectres mobiles, on en a besoin pour la croissance du trafic. Donc, nous, on ne souhaite pas l'utiliser pour du trafic satellite, d'où l'importance des attributions de fréquences en 2027. Par ailleurs, les spectres mobiles, on revient sur la fragmentation de l'Europe. Si vous êtes contraint d'utiliser votre spectre de réseau mobile, ça veut dire qu'entre la France et l'Espagne, on est opérateur dans les deux pays, vous avez des zones dans lesquelles, pour des raisons d'interférence, puisque les spectres ne sont pas gérés au niveau européen, ils sont nationaux, le spectre n'est pas cohérent entre la France et l'Espagne. Et donc, si on utilisait notre spectre, on aurait une zone à la frontière dans laquelle on ne pourrait pas proposer les services mobiles par satellite, ce qui est absolument contre-intuitif par rapport à l'objectif de couvrir des zones montagneuses comme seraient les Pyrénées. Donc on voit bien que l'utilisation de nos réseaux terrestres ou du spectre qu'on a pour les réseaux mobiles terrestres n'est pas la bonne solution pour apporter ces solutions de complément mobile. Ça passe forcément par ces attributions de spectre en 2027. Dans les enjeux de dépendance essentiels également pour ces sujets de satellites sur mobile, les terminaux mobiles. On revient sur un des éléments de dépendance numérique que nous avons, les terminaux mobiles. On est sur deux environnements, l'environnement Apple, iOS, l'environnement Google avec Android, et puis ensuite des fabricants de terminaux qui sont soit Apple, soit des fabricants asiatiques, donc coréens, chinois. Et dans cet environnement-là, l'expérience pour les clients de ce satellite sur le mobile sera essentielle. Et donc pour nous, le travail avec ces fabricants de terminaux est essentiel pour assurer l'expérience, puisqu'il y a des changements de firmware voire de chipset sur les mobiles qui sont essentiels pour ces bandes de fréquences. Merci beaucoup, Madame la rapporteure. Merci. Pour continuer sur la question des infrastructures, vous avez mentionné la question des câbles sous-marins, notamment des câbles sous-marins transcontinentaux. Vous l'avez dit, Google, Meta, Microsoft se développent fortement sur cette question-là, notamment avec une position très forte de Google. Peut-être 3 questions. En quoi l'arrivée assez forte de ces acteurs, quel est l'impact en fait sur le marché et potentiellement en termes effectivement de souveraineté. Deuxièmement, quel est votre positionnement? On a plusieurs éléments d'information de partenariat potentiel avec Google, avec Meta sur des câbles, notamment en direction de l'Afrique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer plus précisément ces partenariats, quels sont les objectifs poursuivis? Et la troisième question, et justement, vous avez mentionné Orange Marine, est-ce qu'il y aurait un choix d'en faire peut-être un opérateur plus important, potentiellement avec le rapprochement avec ASN? Est-ce que c'est une piste qui serait envisageable, notamment sur pose et maintenance de câbles sous-marins? Je remets le micro. Comme je l'ai dit, on se réjouit évidemment de cette position qui est... alors les câbles sous-marins sont essentiels dans notre métier d'opérateur parce que, alors c'est vrai en France, la France est à la croisée, notamment avec Marseille, point d'atterrissage de tous les câbles sous-marins, du trafic entre l'Asie et l'Europe. Et puis évidemment, on a toutes les côtes atlantiques pour les câbles transatlantiques. En tant qu'opérateur télécom, la capacité, évidemment, à maîtriser le trafic. Alors, en France, la France est très, très connectée, donc il n'y a pas d'enjeu. Mais dans certains des pays où on opère en Afrique, cet enjeu est absolument essentiel parce que la redondance des routes internationales est un enjeu clé. On a eu un cas, il y a maintenant un peu plus de 2 ans, d'un tremblement de terre sous-marin au large de la Côte d'Ivoire qui a, par une faille qui cisèle, qui coupe 3 câbles sous-marins d'un coup, qui a mis dans le noir 3 de nos pays opérateurs. Et donc, dans ce cas-là, on avait une route terrestre minimum qui nous a permis, au bout de 24 heures, de remettre un peu de trafic en utilisant notre point d'entrée par le Sénégal. Mais c'est un enjeu absolument clé, vu de notre position en Afrique, des États avec lesquels on opère, de souveraineté, ou en tout cas de continuité d'activité, cette compréhension des câbles sous-marins. Après, là où vous avez raison, c'est que
Aujourd'hui, historiquement, les câbles sous-marins, c'était des consortiums entre opérateurs télécoms parce que le trafic international, c'était le trafic voix, c'était le début d'Internet. Le trafic était essentiellement dans nos réseaux télécoms. Avec l'explosion du cloud et l'arrivée de l'IA, effectivement, ces grandes plateformes internationales sont devenues les premiers pourvoyeurs de trafic international. Donc toute la croissance se fait désormais sur ces acteurs-là. On travaille avec eux. Sur des grands projets de câbles, soit parce qu'on achète de la capacité sur ces câbles. Je pense en particulier au projet de Tout Africa qui contourne l'Afrique, qui est porté par Meta, mais dans lequel on est un des co-actionnaires pour avoir de la capacité. Et puis, dans ces projets de câbles, de s'assurer qu'on crée des pattes de connexion vers les pays dans lesquels on est opérateur quand le câble contourne évidemment l'Afrique. Dans certains cas, évidemment, quand on parle de connectivité entre la Corse et le continent ou la Guyane ou les Antilles, on a des projets de câbles dans lesquels on est le seul à porter le projet. Et parfois, c'est nous-mêmes qui allons chercher d'autres opérateurs comme effectivement Google et Meta. Il est clair qu'il y a aujourd'hui un certain nombre de projets de ces acteurs-là, Google, en particulier Google et Meta, qui sont d'une taille, d'une importance et sur des routes nouvelles, qui visent pour eux d'abord à dérisquer leurs propres services, puisqu'on voit bien que des zones du continent comme la mer Rouge ou la mer de Chine sont des zones de très fort risque, on le voit bien actuellement. Or, c'est des endroits de la planète où passe beaucoup de trafic international. Donc leur première priorité quand ils déploient des grands projets, c'est d'abord la résilience et la redondance de leurs propres services. Mais il est vrai que par ces projets-là, ils ont des positions où petit à petit, ils excluent des opérateurs, ils ont la capacité à les financer. Et quand nous, et donc avec Orange Marine, on se retrouve en position de discussion avec eux, soit comme partenaire de maintenance, on leur propose des services. Dans certaines parties du monde, quand nos bateaux sont prépositionnés, on a des contrats pour maintenir leurs câbles. Et par contre, nous, ce qu'on ne fait pas, c'est de la pose de grands câbles internationaux. Ça, c'est le métier d'Alcatel Submarine Network. Alors après, la question de est-ce que deux acteurs comme Alcatel Submarine Network ou Orange Marine pourraient se voir fermer une partie du marché parce que le marché serait pris par quelques grands acteurs américains, c'est une question qui peut se poser. On ne l'observe pas aujourd'hui. La même question se pose des grands projets de câbles chinois, puisqu'évidemment l'Asie a aussi ses projets de câbles. La Chine ne travaille pas avec les États-Unis sur ces projets-là. Se pose aussi la question des équipements que vous mettez sur ces câbles. Là, c'est le métier d'Alcatel Submarine Network, puisque nous ne produisons pas les équipements de transmission, les répéteurs qui vont être posés au fond des océans. On les achète. Donc Alcatel Submarine Network est pour nous un partenaire, un fournisseur. On a des projets qu'on fait en commun aussi. Voilà. Donc ensuite, sur la pertinence ou pas de marier ces deux activités, aujourd'hui, il n'y a pas de projet dans ce sens-là. On pense qu'on a deux champions en France de ce marché-là. Il y a une vraie question qui est posée dans les pays, en particulier autour de la mer du Nord et les pays nordiques, qui n'ont pas ces capacités, qui sont très conscients de leur dépendance à la capacité à maintenir des câbles sous-marins. Donc ce qui est sûr, c'est que le savoir-faire que nous avons en France avec ces deux champions est envié par d'autres acteurs européens. Et donc, il faut s'assurer qu'on le partage quelque part, qu'on le fasse savoir, qu'on ne se crée pas une position de monopole qui pourrait mettre en péril, si je puis dire. Voilà. Mais voilà, on n'est pas fermé. En tout cas, il n'y a pas de projet, dans ce sens-là. Je précise par ailleurs que les activités d'Orange Marine sont gérées de façon indépendante. C'est une filiale, mais elles sont très très utiles quand on discute avec en particulier les autorités, quand on travaille dans des pays africains par exemple. Cette capacité d'apporter du service de connectivité internationale est essentielle et est vue comme une des forces du groupe Orange. Pour rebondir sur la question de la rapporteure, la question se pose aussi parce qu'il y a eu une époque où Orange Marine, la question se posait de la cession d'Orange Marine
Et donc, et vous l'avez dit tout à l'heure, la question de la taille critique est aussi un atout dans le cadre de la discussion que vous pouvez avoir avec les opérateurs américains. Est-ce que le fait de, par exemple, de marier ces deux entreprises, dont une partie de l'actionnariat est en fait la même, puisque c'est l'APE en fait indirectement, directement pour l'un, et voilà. Est-ce que ça aurait un sens pour créer une masse qui serait suffisante pour créer un champion européen qui permette de discuter avec les Américains et qui permettent de rassurer aussi nos partenaires européens quant à la capacité d'être totalement autonomes stratégiquement sur la pose et la maintenance? Alors, à ma connaissance, il n'y a jamais eu de projet de cession d'Orange Marine. Ça n'a jamais été considéré, envisagé. C'est une activité qui fonctionne bien. On vient même d'investir, on vient d'annoncer l'investissement dans 2 nouveaux bateaux. On a inauguré un nouveau bateau il y a 2 ans. Donc ça n'est absolument pas considéré, et l'activité, voilà, elle est pérenne, elle est profitable, et elle est, voilà. Donc il n'y a pas d'enjeu. Il y a eu par contre, effectivement, Alcatel Submarine Network était propriété de Nokia, suite à l'acquisition par Nokia d'Alcatel-Lucent. Et donc c'est Nokia qui avait un projet de cession d'Alcatel Submarine Network, et c'est à ce moment-là que l'APE a repris la propriété d'Alcatel Submarine Network. Mais du côté d'Orange, il n'y a pas de projet, et il n'y en a pas eu, à ma connaissance, en tout cas pas dans les dernières années. Merci. Monsieur Et Botorel. je rappelle ce que je disais sur les enjeux liés à l'ETS. Parce qu'évidemment, ce que je disais sur les enjeux d'émissions carbone, ce serait dommage qu'on ait 2 champions en France et qu'on en soit contraint à délocaliser quelque part les flottes de bateaux pour des enjeux de compétitivité, ou qu'on se retrouve non compétitif et que quelque part on mette en péril ces activités-là, ce que je disais dans mes propos introductifs. Merci. Monsieur Botorel. Merci, Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Madame la directrice générale. D'abord, mon rôle ici, c'est d'amener un peu de soleil de Lannion sur Paris. Et c'est une façon de saluer aussi l'effort d'Orange dans j'allais dire, le projet de nouveau campus qui est déjà engagé et qui est consubstantiel finalement de notre capacité à être moins dépendant, plus autonome, en tout cas souverain dans un certain nombre de nos décisions. Je rebondis sur ce que vous venez de rappeler par rapport au ETS. Je n'ai pas compris la position de la rapporteure, mais je pense qu'on est quand même aligné sur le fait que ETS est une véritable menace par rapport à notre flotte stratégique composée des 2 compagnies dont on a pu parler. C'est une façon peut-être... Oui. Mais moi, je pense qu'il est important à ouvrir parce que quelques jours après, j'ai l'Assemblée générale d'armateurs de France, où il est de bon ton de rappeler que dans un pays comme le nôtre, qui a des façades maritimes importantes, pas dire les plus importantes au monde, et qui a cette capacité à avoir des flottes, et surtout des hommes et des femmes qui issus de nos écoles nationales supérieures de la marine marchande, il me paraît tout à fait essentiel d'imaginer qu'on puisse préserver notre capacité, à travers ces outils de souveraineté qui font les infrastructures essentielles en matière de transmission des données. De façon aussi de saluer, par ailleurs, les marins qui sont bloqués dans le détroit d'Ormuz. Ça rappelle la séquence du Covid où certains n'avaient pas pu être relevés. Alors, c'est moins pour vous parler de la distribution de clés quantiques sur fibre creuse, un sujet clé aussi pour demain en matière d'autonomie stratégique, que je vais vous poser un certain nombre de questions. Mais je voudrais rebondir sur la récente interview de la Tribune que vous avez accordée, et où vous indiquez que, selon vous, l'Europe passerait à côté de sa puissance industrielle. Vous y expliquez également que l'Europe ne soutient pas suffisamment ses champions industriels, contrairement aux États-Unis et à la Chine. Je comprends ce point de vue, mais j'aimerais que vous puissiez le préciser davantage, votre analyse, ce qui sera un rebond d'ailleurs de ce que disait Thierry Breton hier, dans un monde qui a changé, où la régulation reposait sur la confiance, désormais elle repose sur le rapport de force, un mot que vous avez employé tout à l'heure dans vos propos liminaires. Par ailleurs, vous sembliez suggérer que les consommateurs seraient mieux protégés que les entrepreneurs. Sur ce point, je ne partage pas entièrement votre position, même si je reconnais qu'elle peut prêter à discussion. Néanmoins, nous partageons l'inquiétude selon laquelle les instances européennes pourraient hésiter à agir avec fermeté lorsque cela est nécessaire. On l'entend au fil de cette commission d'enquête depuis des semaines maintenant. Or, la demande formulée vise simplement à aligner certains dispositifs sur les standards américains, notamment en matière de MSS. Conditions d'accès au capital, gouvernance, présence opérationnelle sur le territoire national ou européen, droit d'audit continu, ainsi que l'emploi des salariés basés en Europe. Dans ce contexte, pourriez-vous contribuer à sensibiliser les parlementaires français au fait que légiférer au niveau national sur ces sujets revient finalement à accentuer la fragmentation de l'Europe, tant sur le plan politique qu'économique? Je vous remercie. Merci. C'est, je pense, l'essence même
de ce qui doit être, de la prise de conscience que nous devons avoir en Europe, et ça dépasse largement les enjeux, évidemment, des décisions que vous avez à prendre en France. Mais aujourd'hui, les enjeux, les révolutions technologiques, et je n'ai pas parlé d'intelligence artificielle, mais l'intelligence artificielle est certainement la meilleure opportunité que l'on ait de rebattre les cartes et de reprendre une partie de souveraineté sur des dépendances numériques que nous avons aujourd'hui. Mais il est clair que la vitesse à laquelle avancent les technologies, que les enjeux, la capacité à investir et à atteindre la taille critique sur des technologies est au cœur de la capacité ou non à gagner ces batailles. Or, aujourd'hui, la fragmentation de l'Europe, et quand je dis que l'Europe passe à côté de sa puissance industrielle, c'est pas parce qu'on n'a pas un terreau industriel, parce qu'on a des champions industriels en Europe. Mais l'intelligence artificielle va rebattre les cartes. Et si ces champions industriels, dans leurs domaines respectifs, ne sont pas capables d'intégrer l'intelligence artificielle pour toutes les raisons qui peuvent être liées à les réglementations, la fragmentation des réglementations d'un pays à un autre, on n'aura pas la taille critique. Et on le voit bien aujourd'hui, des entreprises innovantes, et on en a plein en France, on en a plein en Europe. Le problème qu'elles ont, je ne vais pas parler des enjeux d'accès aux capitaux de marché, c'est un sujet qui est clé, mais c'est l'enjeu d'atteindre la taille critique et de bénéficier du marché unique européen. Ce marché européen, il donne envie aux Américains, aux Chinois, au monde entier. C'est un marché de consommateurs qui est plus grand que le marché américain. Or, aujourd'hui, paradoxalement, il est presque plus facile pour des entreprises non européennes d'atteindre la taille critique et de servir le marché européen que pour une entreprise européenne, quel que soit son pays d'ancrage, de traverser les frontières. Et dans nos métiers, en particulier d'opérateurs télécoms, je peux vous prendre des tonnes d'exemples de choses où, par nature, on est régulé localement. J'appelle ça la matrice à 3 dimensions de la régulation. Vous prenez un exemple, la protection des données privées, qui est absolument essentielle. Le RGPD a été conçu au niveau européen. Il se trouve que dans les télécoms, il y a une régulation qui existait avant qui s'appelle la e-privacy, qui est totalement redondante à ce qu'a apporté le RGPD. Donc on a le e-privacy, le RGPD, la RGPD qui elle-même est ensuite mise en œuvre par des autorités dans les différents pays avec des interprétations qui sont très différentes d'un pays à un autre. Ce qui fait que certaines des pratiques qu'on peut avoir, alors ça c'est le RGPD, les données privées, mais vous avez la même chose sur la protection du consommateur, les droits de protection du consommateur, les lois qui ne sont pas les mêmes d'un pays à un autre. Vous prenez les enjeux de sécurité qui, par nature, sont nationaux et pas européens. Vous prenez les enjeux de paiement pour le consommateur. On est opérateur dans 8 pays d'Europe. On ne peut pas faire du copier-coller, un contrat, un service qu'on lancerait avec succès dans un pays. On ne peut pas immédiatement le rendre européen. Parce que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne dans les droits des différents États. Et c'est là où les acteurs du web, ils arrivent dans un pays, ils commercialisent souvent depuis un pays, ils n'ont pas les mêmes obligations que nous. Vous prenez beaucoup des services qu'on propose, vous comparez les services de messagerie WhatsApp aux services SMS, les régulations ne sont pas du tout les mêmes. Hors vue du consommateur, le service est le même. Donc on a cette fragmentation législative, et puis par ailleurs, on a souvent, parce que beaucoup de directives ont été publiées par l'Europe, ont été transposées de façon très différente d'un pays à un autre. Et donc, tout part d'une harmonie européenne, mais qui se traduit pour les entreprises dans un puzzle de 27 réalités opérationnelles. Ce qui rend, pour des entreprises comme Orange, qui sont opérateurs dans ces pays-là, ça nous consomme des investissements de la bande passante, mais on peut le faire. Mais pour les entrepreneurs, les plus petites entreprises, les innovateurs qui vont s'emparer de l'IA, qui peuvent être les champions numériques de demain, ils ont plus de facilité à commencer dans un pays européen, ensuite aller aux États-Unis, que d'atteindre la taille critique. Donc les enjeux actuels du débat au niveau de l'Europe sur la création d'un 28e État pour permettre la taille critique sont des bons débats, et il faut absolument qu'on puisse bénéficier de la taille critique du marché européen. Sur les sujets dans notre marché des télécoms, on peut le dire comme on veut, mais la régulation, le droit, l'accès à la concentration du secteur est à mon avis essentiel. On a aujourd'hui plus de 4 opérateurs dans tous les pays d'Europe. Si
on ne concentre pas les acteurs. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Quand vous êtes numéro 1 dans un marché, comme nous le sommes en France, vous avez beaucoup plus de capacité à investir que quand vous êtes numéro 3 ou numéro 4. Donc qu'est-ce qui se passe? Les opérateurs qui sont numéro 3 ou numéro 4 dans leur pays, et c'est le cas d'Orange dans certains pays d'Europe, c'était notre cas en Espagne, vous êtes condamné soit parce que vous n'avez pas de capacité à investir, à petit désinvestir. En Espagne, Orange, en Espagne, était arrivé à un seuil où on ne savait plus investir dans la durée sur la 5G. On a réussi à fusionner avec MásMóvil pour créer un champion à la taille critique. On a retrouvé de la capacité à investir. Mais dans certains pays, vous avez des opérateurs qui sont condamnés à vendre leurs infrastructures pour se désendetter, pour pouvoir continuer à investir. Vous prenez le cas de l'Italie, où Telecom Italia a quand même cédé son réseau fixe à KKR. Je n'ose imaginer les débats qu'on aurait eus si Orange avait été dans cette situation-là. Donc on est dans cette situation où beaucoup d'opérateurs en Europe n'ont pas les capacités financières, sont très endettés parce que les investissements qu'on a fait qu'on est encore en train de faire pour le déploiement de la fibre, pour le déploiement de la 5G, sont des investissements colossaux. Et par ailleurs, je le disais, les enjeux d'investir dans la sécurité de nos réseaux, la résilience de nos réseaux, la cybersécurité de nos réseaux, l'adaptation à l'IA sont des enjeux clés. Et donc, quand on est opérateur, il nous faut avoir la taille critique. Et donc, les enjeux essentiels devant nous sont effectivement de simplifier la régulation, de donner un cadre qui permet les investissements et de permettre une forme de concentration. Alors, on n'est pas en train de dire qu'il ne faut pas tenir compte du consommateur, parce que les enjeux de pouvoir d'achat sont essentiels, les enjeux de compétitivité pour les entreprises sont essentiels, mais on est arrivé au bout d'un modèle qui n'était que pensé pour la multiplication du nombre d'opérateurs, et donc il faut absolument une forme de rationalisation, sinon certains, de toute façon, jetteront l'éponge. Merci, Madame la rapporteure. Merci. Alors peut-être pour revenir sur la question des infrastructures, dans votre panorama, il me semble qu'il y a un élément que vous avez peu évoqué, c'est la question des serveurs, des data centers, et j'imagine qu'une entreprise Cormoran gère un nombre de données massives. Avant d'aller sur la question du cloud, peut-être savoir aujourd'hui quelle est votre politique sur vos propres données. Est-ce que Orange développe ses propres infrastructures de data center pour stocker ces données? Est-ce qu'elle externalise, et si oui, vers quel opérateur? Donc ça, c'est ma première question des infrastructures. Deuxièmement, peut-être des points de réaction, de précision par rapport à votre intervention. Donc à la fois, effectivement, la question de la masse critique et les régulations ne sont effectivement pas la même en Europe par rapport aux États-Unis et sans doute encore plus à la Chine. Il me semble quand même que dans les auditions qu'on a évoquées, par exemple, l'exemple du RGPD, on a quand même un cadre européen qui d'ailleurs s'est largement diffusé au niveau mondial, et en termes, effectivement, l'appréciation peut être un peu différente, mais nous, ce qui nous a été souligné, c'est qu'étant donné que le RGPD intègre le fait que les contentieux sont gérés dans le pays d'origine, en fait, on a un régulateur qui est l'autorité irlandaise. Donc là, typiquement, on a une règle et un cadre européen, on a un régulateur. La fragmentation me semble assez faible, même s'il y a des interprétations qui sont différentes. Sur l'e-privacy, effectivement, on est sur un élément qui va être complémentaire. Peut-être revenir sur la question, quand vous parliez SMS et WhatsApp, ça m'intéresse de voir en fait quelles sont les différences de réglementation. Moi, la manière dont je les ai compris, c'est qu'en fait, on a le SMS, c'était finalement une pratique établi, qu'on a des opérateurs qui ont développé des services de messagerie instantanée qui finalement ont pris une place énorme dans la vie quotidienne, et que finalement la question c'est qu'on a une réglementation qui arrive a posteriori, c'est-à-dire qu'on n'a pas vu la place que prendraient ces messageries instantanées. Et donc la question elle n'est pas tant de la réglementation par rapport aux acteurs européens, c'est-à-dire une réglementation qui arrive après le développement d'un usage. Mais en tout cas, ça m'intéresse de savoir aujourd'hui quelle est la différence de réglementation. Quelles seraient les réglementations qu'on pourrait mettre sur les messageries instantanées qui vous sembleraient intéressantes? Donc peut-être pour compléter sur ces points-là.
Alors sur les data centers, vous avez absolument raison. Ce sont des infrastructures critiques et elles seront au cœur de la révolution de l'intelligence artificielle. Donc c'est une des briques de nos infrastructures physiques. Avec la croissance de l'IA, évidemment, la puissance énergétique consommée par sa data center est en train d'exploser et va exploser. Donc il y a des enjeux aussi qui débordent, et en particulier on le voit aux États-Unis actuellement, où on en vient à faire des arbitrages entre des data centers pour la puissance électrique qui est disponible et la consommation ou d'industriels ou des populations. Aujourd'hui, nos data centers ou l'hébergement de nos données, on est propriétaire de nos data centers, on est propriétaire de nombreux data centers dans tous les pays où on opère en tant qu'opérateur. Ces data centers, ils hébergent nos cœurs de réseau. Les cœurs de réseau sont de plus en plus, je l'ai dit, cloudifiés et sur des technologies qu'on maîtrise en intégrant de l'open source. On intègre également les données qui sont les données réseau, les données du trafic. Donc tout ça est évidemment hébergé dans nos data centers. En France, on a 3 data centers qui ont vocation et qui construisent qui permettent un socle sécurisé, puisqu'il y a des enjeux de continuité et qui sont pérennes. On a deux campus data centers en Normandie, un campus autour de Chartres. Et donc, avec ces 3 data centers, on a 3 sites qui nous permettent d'envisager l'avenir et dans lesquels on a l'intention d'investir. On a ensuite un certain nombre d'autres plus petits data centers sur lesquels soit des mises à niveau sont prévues, soit des migrations vers ces 3 sites principaux sont prévues. Et donc, dans chacun de nos pays, en tant qu'opérateur, on a cette stratégie d'investissement dans des data centers. Ces data centers sont aussi, au-delà des données qui sont les données de l'opérateur qu'on héberge, voire des plateformes de services que l'on héberge. J'en profite pour préciser qu'on héberge, par exemple, dans nos data centers, les services de messagerie Orange. Le mail orange.fr que l'on propose à nos clients est un des... ça doit être le deuxième outil de messagerie mail utilisé par les Français. On l'a renforcé, on l'a sécurisé. Il est hébergé dans nos data centers. C'est une des solutions alternatives aux solutions américaines sur lesquelles on continue à pousser. Et donc, ça fait partie des plateformes de services qui sont hébergées dans nos data centers. On héberge également dans nos data centers des services que l'on propose à nos clients entreprises, donc soit en mode hébergement pur, soit les solutions de cloud sécurisé, et je pense en particulier à notre solution de cloud privé, Cloud Avenue, qui est proposée par Orange Business à ses clients entreprises. Et ensuite, on a, et je l'avais rappelé dans mon propos, et vous avez auditionné également Capgemini, on est investisseur dans Bleu. Bleu, par contre, n'est pas hébergé dans nos data centers. Il n'est pas impossible que, en fonction de l'avenir, ça le soit, mais Bleu n'est pas hébergé dans nos data centers. Donc voilà ce qu'il en est pour les data centers. Alors, ça ne veut pas dire pour autant que l'on n'utilise pas des solutions de cloud public pour une partie de nos données, pour une partie des applications. Donc on travaille en particulier avec Google et Microsoft sur certaines solutions, sur certaines données, mais toujours dans une logique de diversification, avec des négociations commerciales qui sont souvent complexes, mais la capacité à ne pas utiliser ce type de plateforme est très complexe parce que c'est pas tant pour l'hébergement et pour les données qu'elles hébergent, c'est pour tous les services et les applications qui sont proposés au-dessus et qui permettent, en particulier, quand on parle d'appliquer l'IA à certaines données, ce sont évidemment des plateformes qui apportent une palette d'outils. Et j'imagine que si vous avez auditionné des DSI, que ce soit de la côté puissance publique ou autre, voilà, quand on n'a pas l'accès à ce type de plateforme, on sait que soit on a des sujets de coût, soit on a des sujets de vitesse d'exécution. Mais voilà, donc comme la plupart des entreprises, on utilise à la fois nos propres solutions et en même temps, on utilise certaines solutions de ces grands acteurs américains essentiellement. Sur le RGPD, vous avez raison de dire que c'est une règle européenne et que c'est en Irlande que l'autorité intervient. Mais moi, ce que je constate, c'est qu'en France en particulier, mais voilà, les formes d'application
que la CNIL met en œuvre dans ses différents contrôles sont très très différents de ceux que l'on observe dans d'autres pays d'Europe. Donc on a une lecture en France, et là on est dans la jurisprudence, on a une lecture en France qui est plus stricte et qui va plus loin que ce qui a été prévu dans les textes européens. Et c'est, alors on peut vous transmettre des exemples très concrets, et c'est de la jurisprudence, c'est-à-dire que voilà, vous avez la CNIL qui vient mener une enquête et qui conclut dans un sens ou dans l'autre, et ça c'est pas géré en Irlande, c'est géré en France. Et on a des autorités dans chaque pays. Et moi, je compare dans les différents pays où on opère. Je ne peux que vous dire que la lecture de la CNIL est parfois beaucoup plus restrictive que ce que d'autres agences qui mettent en œuvre le RGPD dans d'autres pays d'Europe analysent. Donc c'est bien que c'est une interprétation des textes qui n'est pas la même. Sur les enjeux, alors SMS et WhatsApp, la différence principale, elle est sur tout ce qui touche à nous, on a la e-privacy qui nous oblige, c'est la régulation télécom qui s'applique aux opérateurs télécoms, qui ne s'applique pas du tout à des acteurs qui sont des acteurs du web. Et donc ça, c'est un exemple de régulation qui ne s'applique pas du tout. Et donc ça touche ensuite au sujet d'avoir accès aux clés de cryptage, d'avoir accès à la capacité pour un juge ou la justice à mener des enquêtes, à avoir accès à certains documents qui passent par aller demander à ces plateformes des choses, mais qui par nature n'ont pas l'obligation de transmettre des clés de cryptage, voilà. Donc on touche vraiment à des sujets qui sont dans la mise en œuvre et historiquement tous les services développés par les opérateurs télécoms. Et je ne suis pas en train de dire que les opérateurs télécoms doivent prendre le contrôle de toutes les messageries, parce que je citais WhatsApp, mais il y en a beaucoup d'autres, et elles sont toutes très utilisées aujourd'hui. Quand on met en place les nouveaux standards que sont RCS, qui permettent surtout de l'interopérabilité entre ces plateformes, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que ces différentes plateformes ont construit des écosystèmes propriétaires fermés, sans interopérabilité entre les plateformes. La mise en œuvre du standard RCS qui permet l'interopérabilité, et j'allais dire c'est vrai de WhatsApp, mais si vous prenez l'environnement Apple, il est très fermé également. Et donc, il y a beaucoup de services qui sont proposés par Apple pour ses clients dans des environnements iOS. Et donc là, on déploie des nouveaux standards qui permettent de l'interopérabilité. Ça n'a pas été sans frein de la part de certaines de ces plateformes parce qu'elles veulent garder des environnements quelque part fermés pour certaines. C'est pas toujours le cas. Mais on voit bien que dans ce cadre-là, on nous demande à nous, opérateurs, d'être le garant de certaines obligations nationales que les États ne sont pas en mesure d'imposer à ces acteurs qui ne sont pas européens et qui n'ont pas l'obligation de le faire dans tous les pays où ils opèrent. Mais on peut vous donner des exemples plus précis pour que vous les ayez dans vos conclusions. Merci beaucoup. Monsieur Botorel, une question. Oui, Monsieur le Président, comme on est dans une commission d'enquête, je pense que ni Monsieur le Président ni Madame la rapporteure ne m'en voudront de poser cette question, mais on a auditionné il n'y a pas longtemps le juge Guillou. Et je voulais savoir si je suis le juge Guillou et que je suis sous sanction, est-ce que je peux souscrire un abonnement Orange et l'acquitter, ou est-ce que j'ai un système de paiement par l'intermédiaire duquel je serai privé de ma capacité à m'abonner à Orange en fixe ou en mobile? Alors c'est une question centrale, et on découvre avec ce cas, mais il y en a d'autres, l'intense dépendance que nous avons dans tous les gestes du quotidien à ces différentes technologies. Aujourd'hui, si vous allez dans une boutique Orange pour souscrire, on va vous demander votre identité, puisqu'on a cette obligation. Autre point de différence d'ailleurs par rapport à ces grandes plateformes, vous activez une logique un service de communication web, vous n'allez pas vous rendez pas compte de votre identité, vous donnez en général un numéro de téléphone qui est lui-même authentifié par les opérateurs télécoms. Mais donc vous pouvez venir souscrire un service, donc il faut pouvoir numériser votre papier d'identité. Donc si vous avez sur vous votre carte d'identité, vous pouvez y accéder. S'il faut aller se connecter à un site internet parce que vous avez besoin de votre justificatif de domicile et que vous êtes Monsieur Guillou et que vous n'avez pas accès au web, alors on sait le faire en boutique pour vous. Et ensuite, sur les systèmes de paiement,
on est voilà. Alors si vous arrivez et que vous avez un compte bancaire et un RIB papier, on sait le rentrer dans nos systèmes, donc on est capable de vous activer le service sans vous demander de passer par une carte de paiement qui serait un système de paiement bloqué dans ce cas d'espèce. Merci, Madame la rapporteure. Merci. Donc voilà, pour rebondir sur la question, mais je pense que votre réponse était claire, mais pour même la rendre encore plus claire, c'est-à-dire que les sanctions ne s'appliqueraient pas sur l'offre Orange étant une offre française européenne. C'est de ce que je comprends. Voilà, après, vous êtes dépendant du reste des services permettant d'ouvrir le service, mais le service pourrait être rendu. Peut-être pour rebondir sur votre réponse sur la question des données, vous aviez donc dit que vous avez un certain nombre de data centers en propre, mais que vous travaillez quand même avec Google et Microsoft sur, globalement pour bénéficier des services que peuvent rendre ces hyperscalers. Sur quel type de données vont être stockées sur ces hyperscalers, quel pourcentage ça représente à peu près aujourd'hui dans la masse de données traitées. Et pour peut-être continuer, là on parle des données finalement d'Orange. Vous avez quand même signé plusieurs partenariats avec Google Cloud en juillet 2020, avec AWS. De ce que je comprends, c'est que c'est là des propositions que vous proposez à vos clients, c'est-à-dire que c'est des services que vous offrez. Finalement, voilà, quels sont les objectifs de ce partenariat, est-ce qu'il y a quand vous vendez l'option quand même certains, on va dire, j'imagine, dans les avantages, inconvénients, certaines alertes qui sont faites à vos clients des risques qu'il y a en termes de droit extraterritorial, par exemple? Alors sur la question qui porte sur il y a différents niveaux, parce qu'il y a la question de la donnée, il y a la question des applications que l'on cloudifie et que l'on porte ensuite dans des environnements cloudifiés. Je vais vous prendre des exemples de types de données qu'on héberge dans des clouds publics. Nos politiques commerciales et donc les données qui consistent à la myriade d'offres que l'on propose à nos clients, c'est typiquement des éléments qui ne sont pas des données personnelles, puisque c'est notre politique commerciale, c'est toutes nos données marketing. Et donc, c'est des éléments que l'on met dans des environnements cloud et qui nous permettent de travailler à la simplification. On met en face des données qui sont le nombre de clients qui utilisent ces offres. Voilà, donc on n'est pas sur de l'environnement de données personnelles, mais donc on a beaucoup de données marketing qui sont dans ces environnements de cloud public. Ce qu'on ne met évidemment pas sur ces types de cloud, on a tout un programme de jumeaux numériques de nos réseaux. C'est évidemment des données qui sont essentielles, puisque derrière les enjeux de jumeaux numériques, il y a tous les enjeux de sécurité de nos réseaux. Donc ça, c'est un travail et c'est un programme qu'on a initié sur lequel on travaille dans des environnements en France, SecNum, et donc qui n'iront pas dans du cloud public. Sur la question du pourcentage, je ne saurais pas vous donner de chiffres, sachant qu'il est, je pense, très différent d'un pays à un autre. Puisque typiquement, dans certains pays d'Afrique, on est 100% dans nos data centers parce qu'il n'y a pas de disponibilité de certains clouds publics. Je pense dans certains pays d'Europe de l'Est, on est beaucoup plus avancé vers du cloud public. La France n'est pas du tout. On doit être à peu près à mi-chemin. Donc, c'est pas en France qu'on a été les plus avancés sur la migration des données vers du cloud public, pour la simple et bonne raison qu'on a des data centers de qualité, qu'on a des solutions de cloud sécurisées qu'on n'a pas forcément dans d'autres pays. Après, sur la question des partenariats avec les grands acteurs technologiques, on est chez Orange Business, on propose des services à nos clients de migration de leurs environnements IT. Alors, c'est une activité qui est plus limitée que celle des grands intégrateurs IT, et vous avez auditionné Capgemini, par exemple, dont c'est le cœur de métier. Pour nous, c'est quelque chose qui vient en plus de notre métier principal, qui reste la connectivité, la cybersécurité, mais aussi l'hébergement cloud. Et dans ce contexte-là, évidemment, on a des partenariats avec ces acteurs-là, parce qu'on a besoin d'avoir les compétences et donc de se former et donc d'être reconnu comme partenaire par ces acteurs-là.
mais c'est à des vocations commerciales et avec une portée assez limitée. AWS est évidemment le leader du cloud public. On a paradoxalement plus de collaboration avec un acteur Microsoft parce que les enjeux de connectivité de téléphonie d'entreprise sont très très liés aux enjeux de collaboration et on sait très bien que Microsoft est le leader des outils de collaboration en entreprise. Merci. Pour rebondir sur la question de la rapporteure, parce qu'effectivement, on avait évoqué les réseaux, mais on n'a pas évoqué beaucoup Orange Business. Question qu'on avait posée à Capgemini aussi. Est-ce que vous avez une idée de du volume d'activité que vous faites via Orange Business avec des solutions américaines ? Vous l'avez dit tout à l'heure, il y a des solutions américaines dont on ne sait pas trop se passer. On prend l'exemple de Salesforce. C'est quoi aujourd'hui l'activité d'Orange Business avec Salesforce? Et est-ce que ça a un impact économique? C'est-à-dire, est-ce que le fait de pouvoir s'associer à ces acteurs-là génère du chiffre d'affaires et du profit de façon plus importante qu'avec des acteurs européens? Première question. Deuxième question, vous avez noué un partenariat d'Orange Business avec Mahindra en Inde pour faire notamment du développement. C'est combien de salariés? Ça représente quoi de l'activité d'Orange Business? C'est quoi la dépendance qu'il peut y avoir avec l'Inde? On avait posé la question aux établissements bancaires dans le cadre du projet de loi Résilience, puisque c'était au moment où il y avait un conflit indo-pakistanais et des banques qui avaient fait du développement en Inde et même du run en Inde étaient ressorties d'Inde. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un mouvement retour que vous pensez, auquel vous pensez réfléchir et combien ça représente en termes de volume de salariés? Parce que ça a l'air d'être plusieurs centaines, voire plus d'un millier de personnes en Inde. Alors, l'activité d'Orange Business, paradoxalement, les plus grandes dépendances technologiques qu'on a dans l'activité avec Orange Business ne sont pas avec les grands acteurs du cloud auxquels vous pouvez penser. Elles sont beaucoup plus avec des acteurs comme Cisco, puisqu'on est sur des logiques de serveurs en entreprise et que quand une entreprise a pour ses besoins de connectivité, on a des grands partenariats avec des gens comme Cisco, avec HP. On travaille également avec Bull, mais dans une moindre mesure, puisque pendant très longtemps, Bull avait une activité totalement intégrée entre Atos et Bull, mais maintenant que Bull a été repris par l'APE, on a à nouveau des discussions. Donc on a dans notre poids, et je n'ai pas les chiffres et donc on pourrait vous les donner, mais l'essentiel de l'activité d'Orange Business reste les enjeux de connectivité sécurisée pour les entreprises. Et dans ce contexte-là, on est propriétaire de nos réseaux. Évidemment, dans nos réseaux, comme je l'ai rappelé, on a des dépendances technologiques, mais on a surtout cette dépendance dans les activités avec la partie équipement qui va chez le client, des serveurs qui sont nécessaires à la mise en œuvre des solutions de connectivité qui sont de plus en plus logicielles. J'en profite pour préciser que on fait un gros investissement dans l'activité d'Orange Business autour de notre backbone international et on crée une plateforme dans laquelle on héberge justement dans notre backbone un certain nombre de solutions pour les proposer en mode cloudifié à nos clients, ce qui a une vertu qui est d'aller beaucoup plus vite dans le déploiement, d'être beaucoup plus compétitif. Et on est un des rares encore opérateurs à le faire à l'échelle internationale. Et donc, on héberge dans nos points de présence internationaux sur notre backbone des acteurs qui sont des acteurs comme Fortinet, qui sont comme Cisco, et qui nous permettent ensuite de nous maîtriser de bout en bout le service pour nos clients sur un backbone qui est totalement opéré par Orange, ce qui n'est pas du tout le cas d'autres opérateurs. Si je me permets du coup vous interrompre juste une question, ça veut dire que sur la virtualisation, vous avez une solution en dehors de Broadcom, par exemple, sur cette partie-là? Alors, vous êtes en virtualisation Broadcom? Alors, le sujet de Broadcom est un bon sujet. On a des dépendances à VMware, parce que le sujet de Broadcom, c'est essentiellement VMware. On a, comme beaucoup d'entreprises, des dépendances à VMware. On a, comme beaucoup d'entreprises, eu des discussions qui ne sont pas des négociations sur leur politique commerciale. Et donc, on a, comme beaucoup d'entreprises, lancé des plans de réversibilité pour réduire notre dépendance à VMware, ce qui nous a amené à proposer, à construire des solutions cloud qui sont Cloud Avenue, sur lesquelles Cloud Avenue est des solutions qu'on développe en interne et que l'on propose désormais également à nos clients. Mais on a encore des dépendances à VMware sur des applications qui sont très, très inhérentes à ces modèles de solutions. Maintenant, pour certains clients
qui ont des grosses dépendances à VMware et qui ont eu la même expérience douloureuse de négociation ou d'absence de négociation sur l'évolution tarifaire de VMware, notre offre cloud sécurisée Cloud Avenue a été conçue justement pour permettre de migrer sans de gros investissements de réécriture d'applications dans des environnements cloud que l'on héberge dans notre environnement cloud. Et donc Orange Business, c'est une des solutions qu'on propose pour réduire, alors c'est pas complètement la dépendance à VMware, mais en tout cas l'addition de la nouvelle politique commerciale de VMware. Sur la question du partenariat avec Tech Mahindra, le partenariat qu'on a annoncé, qu'on est en train de mettre en œuvre avec Tech Mahindra, il est très important pour nous à double titre. Alors, il porte sur presque 3000 collaborateurs. Donc, c'est beaucoup. C'est 3000 collaborateurs qui sont essentiellement en Inde et en Égypte. L'Inde est un pays dans lequel on a beaucoup de collaborateurs. Pour Orange Business, mais pour nos activités aussi, notre réseau international, pour certaines de nos activités groupes, en particulier recherche et innovation. Et donc ce partenariat avec Tech Mahindra, il vise d'une part à accélérer la transformation de nos services back-office et l'automatisation qu'on avait. Et donc c'est le volet d'externalisation dont je vous mentionnais. Mais la deuxième patte de ce partenariat, qui est absolument essentielle pour nous, elle porte sur notre présence à l'international. Donc, c'est tout ce qui est hors France. Et Tech Mahindra sera le partenaire qui va nous aider à commercialiser aussi la plateforme dont je vous parlais, le backbone international et la solution qu'on appelle Evolution Platform, et dans laquelle on utilise notre backbone, nos solutions. Et donc, Tech Mahindra s'est engagé à commercialiser et donc a pris des engagements fermes de commercialisation de cette solution vers ses propres clients. Donc, il y a un volet externalisation avec Tech Mahindra, mais également le fait que dans le cadre de ce partenariat, Tech Mahindra a lui-même un intérêt à apporter du chiffre d'affaires à Orange Business et s'est engagé à le faire. On est sur le périmètre qui est hors Europe et dans lequel on a des enjeux de compétitivité qui sont absolument essentiels puisque certains de ces grands intégrateurs IT sont de plus en plus positionnés sur des enjeux de compétitivité. Et donc pour nous, il est essentiel qu'ils puissent distribuer et s'appuyer sur notre backbone plutôt que de travailler avec d'autres. Et donc c'est pour nous quelque chose qui est essentiel. Une fois de plus, on est sur le périmètre international. Et donc il n'y a pas d'enjeu sur notre activité et notre capacité à servir nos clients en France. Merci. Madame la rapporteure. Merci. Peut-être une question pour rebondir sur la question des données qui sont chez Google et Microsoft. Vous aviez parlé à la fois de données en propre et, alors là, je vais poser des questions de novices, d'applications développées sur le cloud. Est-ce que vous pourriez nous expliquer exactement? Ça veut dire que Orange développe des applications sur le cloud qui sont finalement développées, hébergées sur le cloud Microsoft ou Google. Ça veut dire que quelqu'un qui télécharge l'application, ce qu'il va faire sur cette application, les données qu'il va partager sont stockées sur ces clouds. Est-ce que c'est le cas? C'est vraiment pour comprendre le fonctionnement. Et dans ces cas-là, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples d'applications développées sur ces... Je vais vous prendre... En fait, quand on parle d'applications, c'est pas tant hébergé sur le cloud, c'est qu'on vient d'un monde de l'IT où vous aviez une application, un serveur, un rack. Voilà, tout ça est virtualisé et donc on partage des infrastructures et donc on fait des choix qui sont de dire quelle application va être migrée vers quel environnement cloud. Et donc on est parfois sur les environnements cloud que l'on développe pour nous-mêmes. Et là, on utilise au maximum l'open source. Et ce que je disais sur, par exemple, les solutions de virtualisation de nos cœurs de réseau, c'est quelque chose sur lequel on a eu des financements européens. On travaille avec Deutsche Telekom et on a développé un telco cloud qui est indépendant, qui est basé sur open source, que l'on maîtrise nous-mêmes, parce qu'il n'est évidemment pas envisageable de mettre nos cœurs de réseau dans des environnements cloud qui seraient Azure, AWS ou Google. Donc on est bien sur des applicatifs ou des applications que l'on migre vers le cloud, soit dans des environnements privés, soit dans des environnements publics. Des exemples dans lesquels on est, et si vous interrogez des acteurs, tout le monde de la vidéo,
vous interrogez les grands distributeurs vidéo ou les chaînes de télévision, AWS apporte les meilleurs services pour tout ce qui est diffusion en temps réel de vidéos, tous les acteurs qui sont online. Voilà. Donc, on a quelques applicatifs qui peuvent tourner dans des environnements AWS. Et alors, c'est en général un des éléments de la chaîne, et ensuite on construit, on maîtrise nous-mêmes au-dessus. J'ai pas en tête... le telco cloud est vraiment un exemple où, je disais, le jumeau numérique est évidemment quelque chose que l'on héberge dans nos propres environnements. On investit sur l'agrégation le plus possible de solutions open source. L'IA et l'IA agentique en particulier crée et va créer une capacité à maîtriser nous-mêmes et redévelopper un certain nombre d'éléments de dépendance qu'on peut avoir. Donc on est des grands promoteurs de l'open source, on a des capacités à intégrer nous-mêmes, à développer. Donc on se pose à chaque fois la question, dès qu'on est sur des applicatifs qui sont vraiment cœur de métier, on veut le maîtriser, on le fait nous-mêmes. Quand on est évidemment sur des applicatifs qui sont typiquement le CRM, voilà, on travaille avec Salesforce dans certains pays, on travaille avec d'autres acteurs. Voilà, si on est sur des applicatifs qui peuvent être au service de nos techniciens réseau, on utilise des logiciels qui sont pas propriétaires parce qu'on utilise des logiciels qui sont utilisés par toutes les entreprises de logistique qui amènent des techniciens. Voilà, donc on a toute cette palette de solutions, et donc on travaille avec des gens, des éditeurs comme Salesforce, ServiceNow, etc. dans nos stacks logiciels. Évidemment, l'arrivée de l'IA agentique pose beaucoup de questions. D'abord à ces acteurs-là, qui veulent autant que possible garder des environnements propriétaires et garder les clients. Et donc on a beaucoup de discussions. Et c'est là où des acteurs comme Orange ont la taille critique pour avoir ces discussions-là, mais ce n'est pas toujours facile pour ouvrir les connecteurs, faire en sorte qu'on puisse nous-mêmes prendre la maîtrise sur certains éléments de ces capacités à développer de l'IA au-delà des dépendances qu'on a aujourd'hui avec ces éditeurs, parce qu'on voit bien que la maîtrise de l'IA et de l'IA agentique pour les entreprises, c'est la bataille de l'avenir et de la dépendance numérique ou pas que l'Europe aura. Et donc, il ne faut absolument pas rater la capacité à prendre la main, que les entreprises ne créent pas plus de dépendance. Et donc, dans ce cadre-là, on a besoin de la taille critique qu'ont certains grands acteurs en Europe pour influencer des politiques commerciales qui sont en train de se définir, parce que tout ça avance très très vite. Et on a réussi à le faire avec certains grands acteurs, en l'occurrence américains, et on a des négociations en cours avec d'autres, et on favorise toujours ceux qui ont des approches open source et qui du coup ne nous enferment pas dans des environnements sans réversibilité. Merci. Peut-être du coup pour prolonger la question sur un autre domaine, on a parlé d'Orange Business, on n'a pas parlé d'Orange Cyberdéfense, qui est quand même une activité importante du groupe Orange et qui met en avant une certaine fierté française parce que c'est une entreprise, ou en tout cas une filiale d'Orange qui est très connue. Comment voyez-vous la concentration du marché de la cybersécurité avec par exemple le rachat de Vadé par Ornet puis d'Ornet par Proofpoint? Est-ce que c'est même pour le groupe Orange, une difficulté? Comment est-ce que vous pouvez aussi participer à la capacité de cet écosystème à rester le plus possible européen pour qu'on puisse avoir les outils pour le faire? Et deuxième question liée à ça, est-ce que l'arrivée, puisque vous en avez parlé, de l'IA agentique et notamment de Mythos, d'Anthropic, est aujourd'hui un game changer sur lequel vous avez commencé à vous pencher, et qu'est-ce que vous en pensez? Alors, question absolument essentielle. Aujourd'hui, quand on parle de cybersécurité, il y a la question des briques technologiques et du service à apporter aux entreprises. Orange Cyberdéfense propose des services à ses clients et est très dépendant de technologies qui sont essentiellement américaines. Quand vous listez Palo Alto Networks, Zscaler, Microsoft, Fortinet, SentinelOne, on est sur des technologies qui sont essentiellement américaines, parfois israéliennes. Et on a besoin de ces technologies-là pour se protéger et pour protéger nos entreprises. Donc Orange Cyberdéfense
embarquent des technologies qui incluent des dépendances. Alors, il y a le choix de fournisseurs, mais ça reste très, très peu européen. On a initié tout un travail pour augmenter notre surface de partenariat européen. Et comme vous le savez, on a recruté Guillaume Poupard, et Guillaume Poupard qui m'est rattaché à cette responsabilité de créer des offres de confiance. Et donc, il travaille avec Orange Cyberdéfense, avec Orange Business, à muscler notre roadmap de solutions de confiance. Quand on parle du marché de la cybersécurité, c'est un marché qui reste très fragmenté. Très fragmenté sur les services, et c'est vrai dans chaque pays d'Europe. Orange Cyberdéfense est leader en France, on est leader en Belgique, on est leader en Suède, on est en train d'investir également en Espagne. Donc dans tous les pays où on est opérateur, on investit. D'abord parce qu'on a besoin de ces capacités pour se protéger. Nos réseaux sont évidemment des infrastructures critiques qui sont attaquées en permanence parce qu'elles sont le moyen soit d'affaiblir des clients qui utiliseraient nos réseaux, soit d'espionner, puisqu'on est quand même dans un environnement où la géopolitique passe, et la cybersécurité, où les cyberattaques sont aussi devenues un moyen de manipulation, et on vit dans un monde où tout ça est une réalité. Dans les exemples de partenaires avec lesquels on travaille chez OCD sur des solutions en embarquant des partenaires européens, je peux citer notamment Sequoia, Arfanglab, qui est une solution 100% française pour la protection de nos postes de travail, Kevlar AI, qui est une société de la French Tech qu'on utilise pour automatiser la détection des menaces. Et donc là, on intègre l'IA agentique dans nos SOC pour augmenter la capacité d'analyse. Donc on est en permanence, effectivement, et l'IA agentique va à la fois est absolument indispensable pour automatiser et pour accélérer notre capacité à nous défendre, et surtout dans un environnement où on voit que les interconnexions et la dépendance mondiale à quelques solutions logicielles crée finalement des fragilités mondiales économiques. On l'a vu avec les quelques pannes ou attaques. C'était pas des attaques cyber d'ailleurs, mais quand quelques jours avant l'ouverture des Jeux Olympiques, CrowdStrike a eu un bug qui était lié à une mise à jour de Windows. Ça a propagé ce qu'on a cru être initialement une attaque cyber, qui était en fait juste un bug, mais qui montre la grande vulnérabilité des systèmes économiques à quelques solutions logicielles. Et donc, dans ce type d'environnement-là, l'enjeu, c'est la vitesse à la fois de détection des vulnérabilités et surtout de capacité à patcher ces vulnérabilités. Et on voit bien que c'est là où l'IA fait mal, parce que les systèmes IA, et c'est là que Mythos, évidemment, vient accélérer la puissance, c'est qu'on est dans des environnements où la moindre vulnérabilité est scannée, est identifiée et est immédiatement utilisée par des attaquants quand une vulnérabilité est arrivée. Alors après, on est nous-mêmes, donc on a des plans en permanence de patcher les vulnérabilités. Malheureusement, les vulnérabilités, elles ne viennent pas de ce que nous-mêmes on peut faire, elles viennent de logiciels qu'on embarque, sur lesquels il y a le temps auquel on est informé de ces vulnérabilités. Ensuite, il y a le temps de patch qu'on a pour fermer ces vulnérabilités. Et donc, on a des cas qui nous arrivent, voilà, les crises cyber qu'on a. Alors, je ne vais pas dire qu'on en a, les attaques, on en a certainement tous les jours. On accompagne nos grands clients également. Mais ensuite, tout est dans notre capacité à patcher, à monitorer, à voir si finalement il y a une intrusion, il y a des fuites de données, etc. Donc on a évidemment ce savoir-faire qu'on utilise d'abord pour Orange, qu'on met au service de nos clients. L'enjeu Mythos et OpenK, enfin tout ce qu'on voit de l'IA agentique, évidemment, est à la fois vertigineux de menaces, de risques que ça fait peser sur des écosystèmes. On a nous-mêmes les débats de se dire doit-on nous-mêmes l'utiliser pour scanner, découvrir les vulnérabilités, avec le risque que derrière on ne saura pas forcément les patcher suffisamment vite. Et donc on a, et c'est des enjeux qui dépassent évidemment Orange, hein, c'est des questions que doivent se poser toutes les entreprises, avec évidemment toujours la difficulté
que des grandes entreprises comme Orange, le CAC 40, voilà, on a les compétences, on a les capacités, mais l'enjeu, c'est tout le tissu industriel de nos fournisseurs, de nos partenaires, de nos prestataires, qui sont souvent des PME, qui n'ont ni les savoir-faire, ni les compétences, ni la bande passante et la maîtrise de ces sujets-là. Et donc, c'est évidemment le marché que l'on adresse en priorité avec Orange Cyberdéfense et sur lequel on déploie des solutions qui sont automatisées de gestion à distance. Et c'est un des relais de croissance d'Orange Cyberdéfense sur ces marchés de la cybersécurité. Merci. J'aurais peut-être une dernière question, peut-être une question à tiroir, donc m'en voulez pas. Est-ce que vous avez aujourd'hui les moyens de vos investissements ? Et c'est une question ouverte qui va arriver à une deuxième question. Aujourd'hui, vous distribuez un taux de dividende relativement important en rapport à votre bénéfice. Est-ce qu'aujourd'hui, l'APE, en tant qu'actionnaire, vous demande ce niveau de dividende ? Est-ce que c'est une demande de la part de l'APE ? Et pour poursuivre la question APE, est-ce qu'aujourd'hui, l'APE, dans son rôle d'actionnaire important et même principal chez Orange, vous donne une feuille de route sur la souveraineté ? Est-ce qu'il y a des discussions de cette nature-là au sein du conseil d'administration avec l'APE ? Alors d'abord, je ne vais pas... la gouvernance de l'entreprise, elle est solidaire. Et donc l'APE qui s'exprime au conseil d'administration d'Orange est solidaire des décisions qui sont prises par l'ensemble du conseil d'administration. Donc je vous laisserai interroger l'APE sur sa politique en tant qu'investisseur, mais les décisions que l'on prend de rémunération de l'actionnaire, elles sont l'objet des discussions qu'on a évidemment au conseil d'administration, avec toujours cette priorité qui est qu'effectivement, on est en Europe dans des marchés matures en forte transformation. Mais ce que je disais, c'est que quand on est opérateur numéro 1 dans un pays, on a plus de capacité à investir dans la durée. Nos investissements, historiquement, ont été beaucoup portés vers ce qu'on appelle les réseaux d'accès, donc la couverture mobile et la fibre. La couverture fibre, on est l'opérateur qui avons le plus déployé de fibre en Europe. On a plus de 100 millions de foyers raccordables à la fibre par Orange en Europe. Ça fait d'Orange le champion incontesté de la fibre en Europe. C'est une chance parce que ces investissements que nous avons faits, ils sont derrière nous. Donc cette pression d'investissement dans la fibre, elle baisse et c'est ce qui fait qu'on a moins d'investissements, notamment dans un pays comme la France. Mais néanmoins, on a besoin d'investir, je le disais, dans la capacité dans nos réseaux mobiles, dans la résilience de nos réseaux au sens large, dans la redondance. Le changement climatique fait peser, c'est des réalités, alors c'est les attaques cyber ou le changement climatique, que ce soit les tempêtes, les inondations, les incendies, les éboulements, tout ça, ça pèse sur nos infrastructures physiques. Et donc, paradoxalement, un opérateur comme Orange, qui fait le choix d'être un opérateur d'infrastructure, a une surface, effectivement, de risque plus large. Et donc, on a besoin de continuer à investir, mais on a la capacité à investir dans nos réseaux. La vraie question qui se pose, c'est celle de la capacité à investir dans d'autres secteurs adjacents. Et quand on parle d'IA, de cloud, de développement de solutions open source et de capacité à aider l'écosystème d'innovation à scaler en Europe, il est vrai qu'il faut qu'on puisse se libérer des marges d'investissement. C'est des choses qu'on prévoit de faire. On est un des rares opérateurs à avoir maintenu 600 millions d'euros d'investissement dans la recherche. Donc on maintient tous ces investissements dans la durée et ça ne nous empêche pas évidemment de rémunérer nos actionnaires. Et l'APE, de ce point de vue-là, n'a pas de demande différente de celle de nos salariés retraités qui veulent un rendement de l'action Orange. Mais ce n'est pas dans ce sens-là que se posent les débats qu'on a en conseil d'administration. On vient de mener la plus grosse opération de consolidation en Espagne, en fusionnant avec MásMóvil et on est en train d'avoir les autorisations pour reprendre le contrôle de cet opérateur en Espagne, qui est le deuxième opérateur qui a 10 millions de clients de plus que Telefónica en Espagne. Et donc, c'est un investissement de plus de 4 milliards d'euros que notre bilan nous permet de faire. Comme vous le savez, on a des discussions en ce moment sur l'avenir d'SFR et on a des marges de manœuvre qui nous permettent également d'investir dans notre premier marché, dans des opérations de consolidation. Et l'enjeu d'innovation dans des technologies adjacentes, pour moi, il porte beaucoup plus sur la capacité
à être une plateforme qui permet à l'écosystème d'innovation de passer à l'échelle. On n'est pas dans un environnement où les innovations technologiques, elles viendront toutes d'Orange. On est au contraire dans un environnement où l'open source, la capacité à agréger des technologies est essentielle, mais faire bénéficier de notre taille critique, de nos environnements sécurisés, de nos investissements dans les infrastructures, évidemment, je parlais de notre backbone international, mais également nos data centers, c'est quelque chose qu'effectivement on doit promouvoir plus. Et c'est bien l'enjeu du Digital Network Act et de permettre aux opérateurs télécoms, aux grands opérateurs télécoms, de contribuer à ces enjeux de souveraineté numérique. C'est des discussions que l'on a avec Deutsche Telekom en Allemagne, avec Telefonica en Espagne, avec Vodafone en Angleterre et avec l'ensemble des opérateurs européens. Merci. Madame la rapporteure. Merci. Peut-être une question sur le cloud. Vous avez beaucoup parlé de votre offre Cloud Avenue qui me semble est Secnum Cloud. Pourquoi avoir développé Bleu quelles sont les différences? C'est vrai vous avez déjà une offre Secnum Cloud. Pourquoi avoir développé Bleu? Quel est le rôle d'Orange dans cet accord, dans ce partenariat avec Capgemini et Microsoft? Comme vous le savez, l'origine de Bleu date d'avant mon arrivée à la tête d'Orange, donc je n'étais que administratrice à ce moment-là. Néanmoins, la solution Bleu, elle répond à une vraie problématique d'entreprise qui est que la norme Secnum, elle s'impose à des entreprises comme Orange qui ont des applications, on opère dans beaucoup de pays d'Europe, on a des solutions qui tournent dans des environnements Azure dans d'autres pays que la France. Et quand on opère en France, on veut utiliser les mêmes applicatifs. Or, on a besoin de le faire dans des environnements Secnum. Et donc, dans ce cadre-là, une application développée en environnement Azure peut être opérée dans un environnement Secnum en France. Donc, la logique même de la création de Bleu, ça a été de permettre de l'immunité extraterritoriale dans des environnements Azure. Donc, ce n'est pas de l'indépendance technologique, puisque les briques technologiques sont celles fournies par Microsoft. Mais Microsoft fait un énorme investissement pour créer cet environnement Azure qui est déconnecté de leur cloud mondial. Ils le font dans 2 pays en Europe, que sont la France, Bleu, et l'Allemagne avec SAP Delos. Et donc, c'est un projet qui a été initié, sur lequel nous, on a absolument besoin pour à la fois sécuriser certaines applications et les migrer dans le cloud, dans des environnements, une fois de plus, qui sont Secnum, et ce qui permet à certaines entreprises, quelque part, de se dérisquer. C'est tout le sens même de la norme Secnum en France, de se dérisquer par rapport à l'extraterritorialité américaine. Après Bleu, nous, on est investisseurs à 50% avec Capgemini. Donc, il y a un directeur général, il y a une équipe. On est investisseur de Bleu, on est client de Bleu dans certaines de nos activités. Et Orange Business est un des partenaires de Bleu, mais comme vous le savez, Bleu existe en autonomie, travaille avec tous les intégrateurs et va démarcher les clients qui sont dans sa cible. Et ça ne nous empêche pas, comme je l'ai dit, d'avoir d'autres solutions, nos solutions en propre. Voilà. Mais en termes de cloud public Secnum, Bleu est la solution, et c'est le concurrent quelque part de Google avec la solution Sens. Voilà, donc c'est 2 solutions en France. Je précise qu'évidemment, c'est un environnement français, que dans beaucoup d'autres pays d'Europe, Secnum n'existe pas, que le Cybersecurity Act promeut l'IUCS, qui est bien moins protecteur quelque part que la norme Secnum, et qu'on est les premiers à promouvoir au niveau de Bruxelles quelque chose qui serait un EUCS+, parce qu'effectivement, il faut quand même prendre conscience du monde dans lequel on vit aujourd'hui. Donc Bleu est une des solutions. Ce n'est pas la seule, ni la seule qu'on utilise, ni la seule qui peut répondre. Et par ailleurs, quand on travaille avec nos clients entreprises, on travaille avec OVH, on travaille avec Bleu, on travaille avec nos solutions cloud. Et puis, de toute façon, c'est les clients qui ensuite font le choix des environnements dans lesquels ils veulent travailler. Merci pour cette réponse que je note plus allante que celle qui nous a été faite par votre co-investisseur dans Bleu lors de l'audition.
même si, in fine, il a dit qu'il était investisseur aussi comme vous, mais il n'y a pas eu tout ce propos liminaire sur l'intérêt de Bleu, même pour l'entreprise Capgemini, que comme vous l'avez fait pour Orange. Madame la rapporteure, est-ce que vous avez une dernière série de questions, peut-être? Oui, c'est pour compléter le propos, pour essayer de comprendre exactement quelle est cette offre bleue. Donc, de ce que je comprends dans l'origine, c'est qu'effectivement, vous l'avez dit, le SECNUM, c'est une demande française. Pour le moment, on a effectivement une parole de la France d'arriver au niveau européen, de renforcer cette norme sur du souverain. De la manière dont j'ai compris Bleu, c'est que l'objectif, avec une capitalisation d'acteurs français, c'est effectivement d'avoir une protection de l'extra-territorial. La question, c'est de savoir comment ça se transcrit concrètement. Ce que j'ai compris de votre réponse, c'est que vous utilisez des offres Azure dans d'autres pays qui n'ont pas qui n'ont pas SecNum Cloud, qui n'ont pas les mêmes demandes de souveraineté, et donc que vous souhaitiez pouvoir finalement avoir ces applicatifs sur de la technologie Azure, y compris en France. Ma question est comment concrètement ça se passe au sein de Bleu? C'est-à-dire que c'est de la technologie Azure, mais comment on garantit, parce que la question, ça va être l'étanchéité des données, et c'est là où, en fait, il y a une question quand même de doute, c'est-à-dire surtout si, finalement, ces applicatifs sont utilisés déjà sur Azure dans d'autres pays, comment on a des questionnements sur ce niveau d'étanchéité, quel est, par exemple, comment sont gérées les mises à jour, parce qu'on imagine que si on est sur de la technologie Azure, il faut faire de la mise à jour. Est-ce que c'est opéré par des personnes in situ en France? Est-ce qu'il y a à l'inverse des capacités pour faire cette mise à jour de prise de contrôle à distance? Enfin, voilà. Surtout si l'objectif c'est de pouvoir avoir des applicatifs qui sont un peu partout en Europe, comment on garantit que ce qui est fait dans Bleu, finalement, n'utilise pas de la solution Azure de base qui est utilisée en Allemagne ou en Espagne ou en Italie? Alors d'abord, comme je l'ai dit, Bleu, moi je ne suis qu'investisseur dans Bleu, donc je ne fais pas d'ingérence dans la façon dont le directeur général gère son entreprise. Ce qui est sûr, c'est que il y a un conseil d'administration, Bleu, dans lequel il y a 3 représentants du groupe Orange, 3 représentants de Capgemini. Ce que l'on sait, évidemment, c'est que Bleu, c'est une société française dans laquelle il y a des salariés françaises qui n'a pas d'activité en dehors de l'Union européenne. Les centres de données de Bleu, ils sont localisés en France. Les serveurs sont opérés exclusivement en France par le personnel de Bleu. Les données sont hébergées en France. Elles ne peuvent pas quitter le territoire. Et c'est l'essence même de la technologie AirGap sur laquelle Microsoft a développé. Et donc, j'ai envie de dire, ça a été conçu pour répondre aux exigences SecNum Cloud 3.2 dès sa conception. Et j'ai envie de dire, on est dans le processus de certification par l'ANSSI, donc c'est l'ANSSI qui est en train de faire tout ce travail d'éplucher. Le processus a été lancé milieu d'année dernière, d'éplucher les modes opératoires pour valider et tamponner à la fin cette norme. Donc vous pouvez faire confiance, je pense, aux compétences de l'ANSSI pour ne pas passer à côté de quelque chose. Quand je parlais d'applications que l'on héberge, que l'on porte ou qui opèrent dans des environnements Azure, ça ne veut pas dire pour autant que physiquement, c'est hébergé dans les mêmes data centers, pas du tout, mais c'est vrai que dans certains pays, quand on est dans un environnement Azure, il n'y a pas de notion de localisation, parce que par nature, on est dans le cloud mondial Azure. Alors, il peut y avoir des formes d'européanisation, mais quand on est sur Azure, c'est Azure. Il n'y a pas du tout de... Voilà. Et Bleu, c'est très, très différent parce que Microsoft n'accède pas à la technologie. Et une fois de plus, c'est totalement étanche au Cloud Act, puisque c'est des collaborateurs de Bleu dont les 2 actionnaires sont Orange et Capgemini. Je vous remercie. Effectivement, l'ANSSI travaille sur le sujet, donc sans doute qu'on les interrogera sur finalement cette technologie AirGap pour mieux comprendre comment elle fonctionne. Mais c'est vrai que la question
de la mise à jour est essentielle, parce que de ce que j'ai pu lire dans les déclarations publiques de l'ANSSI, c'est qu'il semble effectivement qu'il y ait plutôt une protection par rapport aux lois extraterritoriales, ce qui semblerait dire qu'il n'y a pas d'accès aux données. Et vous savez comme moi que la question de l'accès aux données n'est pas liée à la localisation, mais bien à qui va finalement opérer la capacité qui va utiliser la capacité de stockage. Par contre, effectivement, il mettait un point sur le fait que par rapport au kill switch, à ce stade, la technologie sur laquelle repose BIOS, c'est bien de la technologie Microsoft. Et donc, même si ce ne serait pas immédiat, le fait de ne pas être mis à jour engendrerait effectivement des failles de sécurité et donc pourrait rendre la technologie obsolète. D'où la question, et j'imagine, et sans doute qu'ils pourront nous répondre, assez cruciale des mises à jour et de comment se fait la collaboration entre Bleu et Microsoft sur ces mises à jour, puisque c'est là où on a du mal à voir jusqu'où opère Microsoft dans la technologie et ce à quoi il a accès. Alors, ce qui est sûr, c'est que quand on est sur un environnement Azure, Bleu n'aura jamais les dernières fonctionnalités développées par Azure. Il y a forcément un temps de décalage pour les porter dans la roadmap de Bleu. Par contre, quand on parle d'obsolescence technique qui pourrait, dans un scénario hypothétique où effectivement on empêcherait Bleu de bénéficier de mises à jour logicielles, donc on serait dans une forme d'arrêt de maintenance dans la durée, je vous invite à essayer de poser la question dans l'écosystème des entreprises, des solutions qui sont hébergées, qui ne sont plus maintenues par les fournisseurs logiciels. Je peux vous dire qu'on en a chez Orange et que je suis beaucoup plus inquiète du risque que ça fait peser et que c'est souvent des enjeux de capacité à investir pour les entreprises, de mettre à niveau ces environnements et que paradoxalement, les environnements cloudifiés permettent beaucoup plus facilement des mises à jour. On parlait tout à l'heure d'attaques cyber dans un monde fait d'IA. Quand vous n'êtes pas dans des environnements cloud, aller mettre à jour manuellement des solutions qui ne sont plus maintenues, c'est absolument impossible. Aujourd'hui, Bleu travaille avec Orange Cyberdéfense, donc on a des capacités de protection. Mais je pense que le risque de non-pérennité ou que ferait peser une non-maintenance par Microsoft, si tant est que ce soit... Alors évidemment, si on se dit on est dans un scénario... catastrophe mondiale nucléaire où tout est arrêté, bon, ça peut toujours arriver, mais alors l'environnement serait, à mon avis, la question ne serait pas celle de Bleu. Je pense qu'il y a beaucoup d'autres enjeux, mais j'insiste sur le nombre de solutions d'éditeurs qui ne sont pas maintenues dans le temps, qui sont en fin de maintenance et qui fait que ça fait porter des risques dans les entreprises. Et c'est des enjeux clés pour tous les DSI. C'est ce qu'on appelle la dette technique. Et je peux vous dire que même dans un groupe comme Orange, on en a beaucoup. Et donc, on a des projets de migration, d'extinction, etc. Et c'est quelque chose qui est vrai dans toutes les entreprises. Alors évidemment, plus l'entreprise est ancienne, plus on a de la dette technique. Ça, c'est sûr. Oui, enfin... Il y a la question de la dette technique, il y a quand même une question de géopolitique mondiale. Qui aurait parié il y a encore 2 mois que les Américains feraient un blocus maritime naval sur l'ensemble du pétrole dans le golfe d'Aden? Enfin, il y a un moment où, voilà, ce que nous dit le juge Guillou, c'est quand même qu'il faut se préparer à tout. Et donc la vraie question, c'est celle-là aussi, c'est qu'est-ce qui se passe quand on arrête? Et c'est aussi pour ça que je vous ai posé les questions sur la partie cybersécurité. Comment est-ce qu'on arrive à sécuriser du Microsoft 365 quand on avait la seule boîte qui était capable de le faire en Europe, qui est Vadé, qui se fait racheter par Hornet et qui se fait ensuite racheter par Proofpoint? On a une vraie difficulté, c'est qu'on est dans l'incapacité même de sécuriser quelque chose que les Américains nous fournissent. Et dans le contexte actuel, les Américains, c'est quand même un peu gênant. Oui, après, soit vous voyez Bleu comme une parade à un scénario comme celui-là et quelque part, parce que tous les conseils d'administration se posent ces questions de qu'est-ce qu'il se passe, la géopolitique, de la dépendance, et donc quels sont les plans de continuité d'activité. Si vous êtes, mais pour une entreprise, d'imaginer migrer intégralement ces environnements qui seraient en l'occurrence sur Azure ou des solutions de collaboration Microsoft, c'est des projets qui prennent des mois.
Et donc, et qui sont beaucoup plus faciles à porter dans un environnement bleu, parce que vous n'avez pas à tout réécrire, à tout migrer, qu'à porter sur des solutions. Donc, si vous avez le temps, vous pouvez imaginer des migrations, mais si vous êtes dans des scénarios où vous avez besoin d'avoir des plans de continuité, il vaut mieux avoir des solutions comme bleu, parce que là, vous avez la pérennité de votre activité. Donc, je suis pas en train... Et nous-mêmes, on utilise aussi des solutions open source de collaboration. Donc, on n'a pas 100% des collaborateurs qui travaillent dans des environnements Microsoft. Et c'est des solutions qu'on propose également à nos clients Orange Business. Donc, on a une solution Orange Live Collaboration, qui est une agrégation de briques open source qui permet de ne pas avoir cette dépendance. Mais une fois de plus, si demain, il fallait migrer l'ensemble des postes, je crois que le projet de migration, enfin, c'est quelque chose qui, dans l'ensemble des pays du groupe, on parle de 3 ans. Donc, à l'échelle de la vitesse des crises géopolitiques, on voit bien que c'est pas envisageable. Et ça a par ailleurs des coûts que l'environnement de pouvoir d'achat, de compétitivité européen ne peut pas se permettre aujourd'hui. Et beaucoup d'entreprises aujourd'hui n'ont pas les moyens, ou quelque part, soit on est dans des entreprises qui sont dans des environnements de criticité où la question ne se pose évidemment pas, ou des régulés, qui ne se posent pas d'aller payer plus cher pour être dans des environnements ultra sécurisés, soit vous avez des entreprises qui n'ont juste pas le choix que d'utiliser ce type de technologie. Et donc la vraie question, c'est quel est le plan de continuité d'activité pour ces entreprises-là. Donc c'est pas des choix, c'est des choix par défaut, je vous l'accorde, mais c'est bien la réalité des dirigeants d'entreprise aujourd'hui. Modulo, l'exemple de VMware multiplié par 9 pour un certain nombre de... Bon, il y a une dépendance qui commence à coûter cher aussi par les augmentations de licences, avec Microsoft notamment. Mais je note que Bleu est une solution intermédiaire vers une bascule, une migration totale. Moi, ça me va bien. Monsieur Botorel. Oui, moi aussi, ça me va bien. Quitte à être dans des scénarios qui tiennent compte de la manière dont ce monde bascule ou est bousculé, quel enseignement vous tirez de la façon dont certains rentrent en guerre aujourd'hui en bombardant des data centers en Ukraine, plus récemment à Bahreïn et aux Émirats Arabes Unis? Est-ce à dire que finalement, c'est moins une question de dépendance que de résilience, c'est-à-dire que finalement, on serait plus résilient si on concentrait moins les décès chez nous, ou si on avait des systèmes interconnectés avec des backups internationaux par région, comme d'autres, je pense. Enfin, voilà. Qu'est-ce que tout cela vous inspire finalement, même si on imagine qu'on ne redoute pas un bombardement dans l'heure qui suit de nos décès ici, mais ça se rapproche de plus en plus, et en tout cas, c'est de plus en plus tangible que d'avoir cette attaque de ces systèmes critiques, et plutôt attaque physique en vrai. Et ça sera la dernière question de la Commission. Merci. Alors, c'est exactement la démonstration que penser les data centers sans penser la connectivité et les réseaux de communication entre ces data centers est une utopie. Parce que qu'est-ce qui se passe quand vous bombardez, sans le bombarder d'ailleurs, il suffit qu'un data center, vous faites un gros outage. C'est arrivé en Espagne, il n'y a pas très longtemps. Alors en général, les data centers, ils ont beaucoup de redondance énergétique et donc ils tiennent sur la partie, et les nôtres évidemment, comme tous les data centers, ont évidemment des systèmes de secours qui font que l'énergie tient. Mais ça arrive qu'il y ait des outages dans des data centers et dans ce cas-là, c'est toute la technologie cloud qui permet de la résilience parce que vous basculez sur le reste de l'infrastructure. Alors, vous pouvez avoir une moindre performance à faire tourner les applications parce que vous avez moins de puissance de calcul, mais néanmoins, ça tient. Ce qui est à la fois la démonstration que des environnements non cloudifiés qui sont hébergés sur un data center sont plus risqués que des environnements cloudifiés qui, par nature, embarquent de la redondance. Maintenant, la démonstration, c'est qu'effectivement, si vous avez un data center qui tombe, et si vous avez des environnements qui ne seraient pas redondants, et que vous n'avez pas les réseaux de communication, ou que si par hasard vous coupez également les réseaux de communication, alors là, évidemment, vous touchez là où ça fait mal, parce que voilà. Donc c'est à la fois, on vit dans un monde qui est très dangereux. On a d'ailleurs lancer des solutions de protection contre les drones qu'on applique nous-mêmes dans nos data centers en France, parce qu'on voit bien qu'on est dans un monde où le niveau de menace et la diversité de menaces, en tout cas, on prend conscience de ce niveau de menace. Je ne pense pas que
les professionnels en charge de ces scénarios-là aient été complètement surpris, mais c'est plutôt la diversité et la vitesse à laquelle certains scénarios sont mis en œuvre qui, effectivement, surprend beaucoup de monde. Merci beaucoup. J'en profite d'ailleurs pour préciser que comme on est opérateur en Pologne, en Roumanie, en Slovaquie et en Moldavie, les enjeux de menaces et l'attaque et le conflit entre l'Ukraine et la Russie, c'est quelque chose sur lequel on est aux premières loges déjà depuis quelques années de ces enjeux géopolitiques, et que dans ces pays-là, en tant qu'opérateur et qu'opérateur historique, puisque Orange en Pologne est l'opérateur historique polonais et qu'en Roumanie on est l'opérateur historique, on a évidemment un dialogue qui est l'équivalent de celui que vous menez pour la France, mais nos équipes dans ces pays-là ont évidemment un dialogue sur les enjeux de sécurité des infrastructures numériques et des réseaux et des data centers qu'on héberge, qui est du même niveau que celui que vous pouvez avoir, parce que, alors, pour le coup, la menace étrangère, elle est aux portes de ces pays-là. Merci beaucoup, Madame, pour cette audition. Sur les différents éléments dont on a parlé, que vous pouviez nous transmettre, on les prendra avec plaisir, ainsi que le questionnaire. Et je suspends la séance. Merci. Merci à vous.